Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée dans le domaine des comics et de leurs adaptations. Et pour ce second numéro du mois de janvier 2022, nous allons surtout vous parler de bande dessinée, puisque oui, à First Print, c'est quand même un peu notre médium de prédilection, on va le dire comme ça, clairement. Nous, on aime bien les bandes dessinées, on aime bien les comics aussi. Et c'est pour ça, là, d'ailleurs, qu'on fait First Print depuis plus d'un an et demi maintenant. Après, on fera NFT Print ou First NFT. Non, ça... un spin-off pour gagner un peu d'argent. Ça, on ne le fera jamais. Mais Corentin, bienvenue. Merci, là. Ça va ? Tu as parlé alors avant même que je ne puisse t'introduire. Mais introduis-moi, vas-y. Je préfère m'introduire en toi, mais D'accord. Corentin, ça ne va... Jamais faite. Pardon. Bah non, jamais. C'est jamais. Oui. Non. C'est de l'humour, bien entendu. Corentin, est-ce que tu es content d'être là aujourd'hui ? Des mots seuls ne suffiraient à décrire le sentiment que je ressens actuellement. Et toi, ça va ? Ça va très bien. Eh ben, c'est cool, ça. Je suis ravi de t'accueillir une nouvelle fois dans ce beau studio. Et donc, on va pouvoir commencer sans oui, on a entendu un miaulement, je crois. C'est Polo. Donc, si tu peux ne pas caresser le chat pendant le podcast, s'il te plaît. Je ne peux pas. S'il te plaît, on a tenu pendant 1 an et demi, c'était calme, c'était quand même relativement discipliné. J'aimerais bien que le fait qu'il y ait un chat maintenant dans le studio ne change pas la donne. Corentin, donc, une bonne nouvelle pour commencer le podcast. Le FIBD n'est pas annulé, mais simplement reporté, puisqu'on a appris de la part de l'organisation 9e Art Plus qu'il se tiendra cette fois-ci du 17 au 20 mars, avec le 16 mars en tant que journée professionnelle. Donc, on va pouvoir découvrir les rues d'Angoulême sous un angle peut-être moins pluvieux. Peut-être qu'on va pas choper la crève en repartant du festival. Et puis, a priori, donc l'organisation a tenu à vraiment, rappeler que, enfin pas rappeler, mais vraiment affirmer que les expositions, vu que tout avait été vraiment bien prévu normalement pour que ça se déroule là, à la fin du mois de janvier, voilà, il y a tout qui va être maintenu. En tout cas, ils vont essayer de maintenir au mieux. Donc, forcément, l'inconnu, ce sera plutôt de savoir si les éditeurs vont pouvoir ramener les auteurs qu'ils avaient prévu d'amener. On pense notamment aux comics, puisque voilà, on sait que on a entendu des noms d'artistes qui devaient venir de la part de plusieurs éditeurs. Donc, bien entendu, avec les modifications de date, certains des artistes qui étaient peut-être disponibles à la fin du mois de janvier ne le seront plus au mois de mars, parce que ils auront des nouveaux projets sur lesquels travailler et des deadlines à tenir. Donc, à voir ce qui pourra être fait, mais en tout cas, je suis quand même plutôt content à l'idée de me dire que d'ici 2 bons mois, on sera à Angoulême. C'est pas qu'une question de projet à tenir, c'est aussi une question de protocole sanitaire d'un pays sur l'autre. Il y a aussi ça. Là, actuellement, nous, on est quand même sur... Mais moi, je pense vachement plus au deadline. Contamination assez énervée. Il faudra voir si ce sera encore le cas d'ici là. C'est cool. Le festival travaille quand même avec les autorités, avec le suivi de la pandémie pour... non, mais je veux dire que pour quitter un pays, si tu viens des États-Unis ou d'Angleterre ou d'Espagne, je crois que ça va. Je sais pas, en fait, je n'ai pas trop regardé l'actualité sanitaire en Espagne. Le Japon, on sait que c'est très compliqué pour eux de sortir. Par contre, je m'attends pas à ce que des Japonais viennent. Ouais. Donc, faut voir après, avant de crier victoire trop vite, étant donné le côté un peu chaotique de nos vies contemporaines, je reste prudent dans mon excitation. Après, si on peut y aller, c'est très cool, tant mieux. Effectivement, ce serait peut-être sympathique de découvrir Angoulême en dehors de l'hiver. Enfin, aux portes de la fin de l'hiver. Je pense pas que ça changera grand chose. Ça aura peut-être un peu moins froid dans les rues. Du 17 au 20 mars, potentiellement, il peut faire beau. Puis avec le réchauffement climatique, ça se trouve, il fera 35 degrés. T'as raison, ça. Mais merci, les mecs qui roulent en SUV. Donc, ouais, c'est cool. J'ai pas trop grand chose de plus à dire. J'attends de voir quand même une confirmation ou d'attendre d'être mars. Il y a évidemment, il y a un risque que d'ici là, le variant. Kudos. De quoi ? Je sais pas, t'as dit d'ici, j'ai envie de faire une blague là-dessus. Ah, d'accord. Non, il y a quand même des risques que le variant Deltacron prenne le relais. Il y a déjà niqué Véran, il lui reste plus aucun rempart avant la fin du monde. Là, c'est ça, on sait pas, mais voilà, il peut encore se passer pas mal de choses, puisque le bilan de 2 années de pandémie nous apprend que dès qu'il peut se passer un truc nul, en général, ça arrive. Donc, on n'est pas à l'abri que le festival soit décalé de plus. Après, voilà, ils ont vraiment décidé cette date parce qu'ils estiment, par rapport aux données qu'ils ont, que ça pourrait être faisable
avec une possible décrue des contaminations. Par rapport à l'agenda culturel aussi, s'organise parce qu'il y a d'autres festivals qui ont lieu de façon régulière et donc là, ils ont trouvé le moment qui semble peut-être le mieux placé. Et aussi pour pas être trop loin de la tenue annuelle parce que quand il faut récompenser aussi des BD qui sont sortis l'année d'avant, bon, si tu commences à le faire en août, ça devient un petit peu, voilà. J'avais une question à toi, Arnaud Kikou, journaliste, bande dessinée français. C'est vite dit. Là, actuellement, on a toujours une sorte d'interdiction pour les rassemblements de plus de 5000 en extérieur ou quelque chose comme ça. Oui, mais sauf que est-ce que ça considère ça comme un rassemblement? Non, mais alors déjà, je pense que cette interdiction-là sera levée s'il y a vraiment une reprise de la chose. Et puis, il y avait eu un arrêté comme quoi les événements culturels étaient finalement pas concernés. Donc, d'accord, ok. C'était une vraie question. Culturelle et les meetings politiques. Donc moi, je dis toujours au comité d'organisation... On va inviter Bachelot, elle fera un petit speech. Non, mais de transformer le FIBD en grand festival de la BD politique. Sauf qu'en vrai, on sera du coup sera un fait d'ultra-gauche. Non, mais voilà, ce sera un truc d'ultra-gauche, tu vois, mais ça sera rigolo. En tout cas, on verra bien, mais a priori... on y sera, en tout cas, moi c'est sûr. Corentin, je sais pas. Je peux essayer, oui. Janvier c'était compliqué parce que j'avais pris mes vacances juste avant les fêtes de Noël, donc là peut-être qu'il y a moyen de négocier un petit week-end. Il faut qu'on s'organise. Si tu veux bien moi je veux. Si tu veux bien que je ronfle à côté de toi. Je veux bien, il faut juste qu'on s'organise pour les détails logistiques, mais ce sera fait en dehors de ce podcast, puisque a priori ça n'intéresse pas grand monde. Alors va sur Wigo. Allez, autre bonne nouvelle du côté des comics en France. L'artiste français Bengal fait une campagne de financement participatif en ce moment et on avait forcément envie de vous en toucher un mot puisque vous savez qu'on aime beaucoup ce que fait ce dessinateur qui a commencé dans le franco-belge puis qui s'est exporté d'abord un petit peu, c'était du DC Comics avec des Supergirl, il y avait du Marvel aussi, beaucoup de couvertures réalisées. Les Batgirls sont très, très connus. Et puis, oui, pardon. Non, je disais les Bad Girls de Bengale sont très connus aussi. Et puis surtout, quand même, le Death or Glory avec Rick Remender, sorti chez Image Comics et sorti en France chez Urban Comics. Donc là, en ce moment, en fait, ça fait quelques années qu'il est au travail avec pas mal d'illustrations, de sketchs, de travaux, en fait. Mais il s'est aperçu que, au rythme que ça lui prenait, il allait mettre 30 ans à sortir un artbook qu'il préparait depuis pas mal de temps. Donc en fait, il fait une campagne de financement participatif simplement pour pouvoir se dégager du temps et pouvoir refuser des contrats, enfin des projets d'autres éditeurs pour avoir le temps de le finir. Donc à l'heure où on vous parle, la campagne elle marche forcément, on n'avait aucune surprise là-dessus. Mais tout de même, on a envie de vous le signaler. Puis dans la description du podcast, il y aura un lien qui vous renverra cette campagne si jamais vous voulez y faire un tour, puisque il faut soutenir les artistes, surtout quand ils sont français. Rien de chez nous. À noter aussi qu'une partie des gains ira à une association caritative pour l'environnement. En fait, à deux paliers, c'est vrai qu'il a fait quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il y a deux petits paliers qu'il a mis, où en fait, s'ils sont atteints, il reverse 1 000 € à des associations. Donc il y en a une qui est pour la protection des forêts et l'autre pour la défense des animaux. Voilà, donc vos thunes pourront aller à de nobles causes et en plus vous avez un bouquin en échange. Donc c'est quand même plutôt un bon compromis. Et sachant que bien entendu, avec tous les paliers franchis, là le bouquin à la base il devait faire 120 pages, maintenant il en fait déjà 140, quelque chose comme ça, et puis il y a des sketchs qui se rajoutent, des choses, tout ça. Donc on vous invite à aller faire un petit tour sur internet si vous aussi vous aimez bien ce dessinateur. Alors, ensuite, de quoi allons-nous parler, Corentin? Je reprends mon programme. Oui, est-ce que les comics, ça coûte trop cher en France? Oui, bien sûr, ça coûte trop cher en France. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Corentin? Baisser les prix. Ah non, on peut pas. Non, on peut pas baisser faire les des prix. Offres découvertes dans des packs, comme par exemple ce que fait Panini Comics en ce moment. Oui. 2 tomes pour le prix d'un dans une grosse intégrale à 20 €. Voilà, putain, ça tue, bordel. Tu viens de le faire. Je dois quand même le dire. On n'a pas été payé pour faire de rôle machin. Jamais payé. S'il a voulu le faire comme une pub Leclerc, c'est parce qu'il improvise. Tu sais. Oui, on appelle ça un lancement. Franchement, ça serait. Attends, il faut qu'on essaie de le faire, Quentin, parce que je pense que les gens ont pas bien saisi en fait tout le potentiel qu'il y a chez nous. Ok. On a réussi une fois, peut-être pas deux. La pub Leclerc. Bon, chérie, quoi. Tu trouves pas que les comics coûtent trop cher? Mais enfin, t'as pas entendu parler? Mais quoi? Mais l'offre Panini découverte. Ah bon? Qu'est-ce 4 packs, 2 tomes en un à 20 €. Oh. Mais Arnaud Kikou, rends-toi compte, le prix moyen d'un album à un tome, c'est 18 € sur le marché actuel. Ah puisque c'est comme ça, je file chez mon libraire. Oublie pas tes clés, hein. Tadin.
C'est improvisé tout ça, hein, c'est beaucoup trop de talent. Oh mon dieu. Quelques gens disent invite-nous dans un podcast, je sais pas. Ouais, bon bah voilà, du coup vous avez vous avez compris là. J'ai presque honte d'avoir fait ça, mais on peut. Non mais c'est chouette. Par contre, non, alors du coup, quelles sont les séries concernées? Parce qu'effectivement, il y a plusieurs séries de longs, le faire de tête. de longs cours. Attends, regarde-moi. Oui. Venom de Donny Cates et Ryan Stegman. Tout à fait. Daredevil de Chip Zdarsky et Marco Checchetto. Oui. Kelly Thompson, Captain Marvel avec Carmen Carnero. Oui. Ouais, Carnero. Et merde. attends, me dis pas. Si, dis-moi parce que sinon ça va faire un blanc. Le Avengers de Jason Mais Aaron. oui, en fait je l'ai pas vraiment oublié. J'ai juste gommé de ma mémoire. Bon, voilà, donc c'est 2 bonnes séries sur 4, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Finalement. Le Captain Marvel est pas dégueulasse non plus quand même. je sais que toi tu l'aimes pas. Non, j'aime parce pas. que toi t'aimes pas Kelly Thompson, je sais pas ce que t'as contre elle. Mais elle écrit pas bien. Mais c'est pas vrai. Franchement, c'est simple ce que j'ai contre elle. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est super méchant. C'est juste que je trouve que c'est une bonne scénariste, comme Ed Brisson est un bon scénariste, comme Ethan Sachs est un bon scénariste, comme Matthew Rosenberg est parfois un bon scénariste. C'est en dents de scie de projet en projet. Ça, Hawkeye était bien meilleur selon moi. Ça, Black Widow aussi meilleur. Bien sûr, ça Jessica Jones aussi. Hein. Life of Captain Marvel, c'était qui déjà? Ça, c'était pas elle en tout cas. Voilà, c'était mieux en tout cas. Voilà, c'est ce que j'avais retenu moi des lectures récentes. C'est Margaret Stoll. Même des comics, je trouvais ça un peu plus inspiré. Après, c'est pas un mauvais projet, comme tu dis, c'est pas horrible, c'est juste moyen. On voit aussi que la gamme, elle se fait par rapport à une envie en fait d'aller et vers la qualité et vers la hype un peu ciné, on va dire. Donc il y a toujours un peu un croisement dans ce que fait Panini, qui est comment rediriger les gens vers les personnages populaires et en même temps comment faire découvrir des personnages qui sont peut-être un peu moins connus. Ouais, et puis il y a quand même quelque chose aussi, c'est que c'est pour chacune des séries concernées des titres qui dépassent le tome 4, donc forcément qui représentent un certain investissement quand tu veux les acheter. Et puis bah voilà, c'est vrai que maintenant le prix moyen d'un album 100% Marvel c'est entre 18 et 20 euros. Donc quand tu veux te mettre sur des séries de long cours, ça reste problématique. Donc l'offre, le prix d'appel, l'offre de lancement, ça reste de toute façon quelque chose qui est utilisé et qui, je pense, va être utilisé, enfin peut-être de façon de plus en plus courante par les grands éditeurs du marché, puisque c'est quand même, mine de rien, même si le facteur prix n'est pas toujours à prendre en compte, ça reste quand même important sur certains types de publications. Encore une fois, moi je pense, je suis désolé, je reviens là-dessus, qu'il est à prendre en compte, et c'est justement mais il est pas forcément primordial, parce que aussi ça dépend, il y a un truc pour créer des portes d'entrée, à mon avis. Ouais, mais parce qu'il y a un truc qui est important à prendre en compte, on en avait déjà parlé aussi, tu sais, c'est la perception en fait, le prix perçu, la valeur perçue. Et malgré tout, dans les comics de super-héros, les séries régulières, vu que j'imagine, tu sais, vu qu'il y a des crossovers, des retours au numéro 1, tout ça, je pense que t'as pas forcément je pense que t'as pas forcément une bonne valeur perçue. On se dit, ce genre de truc qui sort même, tu sais, aux États-Unis sur des petits feuillets de 20 pages, sur du papier de mauvaise qualité, tout ça. Alors bon, faut le dire qu'ils sont beaucoup trop chers aussi, les singles aux États-Unis, mais du coup c'est pour ça aussi que je crois qu'on se dit que pour les séries de super-héros, les comics de super-héros de façon générale, si tu les présentes pas dans un beau format, quoi que ce soit, c'est perçu comme trop cher. Et à raison, moi c'est sûr qu'on y gagnerait tous à ce que les albums soient à 15 chacun. Même là, tu vois, ils ont pris la cover de Amanda Conner, je crois, pour le Captain Marvel, donc ils font aussi cette espèce d'appel du pied. Après, je crois que c'est la cover du premier tome. Oui, parce qu'en fait, ils vont juste faire des packs. Tu sais. Tu parles de présenter le côté un peu qualitatif. Ils n'ont pas fait des variantes particulièrement. Voilà. Celle de Daredevil, forcément, c'est magnifique ouverture du numéro 1 qui est extraordinaire. Dans l'ensemble, je suis d'accord avec toi. Par contre, pour moi, même à ce prix-là, je pense qu'il y a mieux à lire qu'Avengers, par exemple. Ah non, mais par contre, clairement, parmi les quatre, on vous redirigera clairement sur le Venom de Donny Cates et sur le Daredevil de Chip Zdarsky. Sachant que le Venom, tu vois, il a quand même été déjà maintenant, il commence à être proposé. Ouais. Il était dans le printemps des comics l'année dernière, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à l'avoir. Mais effectivement, maintenant, s'ils veulent vraiment se suivre toute la série, ils ont une porte d'entrée qui se permet d'être un peu plus accessible. Tout à fait. Hop, et du coup, on va pouvoir faire une deuxième pub Leclerc à la suite pour pas qu'il n'y ait de jaloux. Ah non, d'abord, on a une autre annonce de chez Panini aussi, qui continue quand même à explorer les titres de TKO, donc la maison d'édition indépendante américaine qui a été fondée voilà, par Tse Chung. Producteur, scénariste aussi pour le milieu télévisuel. Donc ça a un titre qui s'appelle Red Fork, Corentin, et qui s'inscrit dans un registre d'horreur sociale. Tout à fait. À la Infidèle. Je pense que c'est un peu ta cam, ça d'ailleurs. À la Infidèle, mais sans le propos ethnique, parce que j'ai pris racisme, etc. J'ai pris Get Out comme exemple parce que c'est le plus connu, mais on peut citer Candyman aussi, ou plein de films d'horreur qui traitent de vraies problématiques de la vie, de la société, de la façon dont l'humain gère les affaires économiques, le rapport à l'autre, etc. Là, en l'occurrence, alors je ne sais pas de quand date ce projet. C'était l'année dernière.
Bah, du coup, il tombe un peu tard parce qu'il arrive l'année de la défaite de Donald Trump, mais il parle en fait des villes de mineurs de charbon, en fait, donc des petites villes dont l'économie circule autour de l'extraction de charbon, en fait, des circuits miniers. Comme on le sait, le charbon étant une énergie très polluante, après les accords de Paris, les États-Unis ont petit à petit fermé ces usines-là, ce qui a causé des gros problèmes de chômage, parce qu'on ne pouvait pas simplement relocaliser tout le monde, ni offrir des reconversions à tout le monde. Donc, il y a eu des problèmes de pauvreté dit alcoolisme, dit violence, dit la crise des opiacés, qui est un truc qui frappe les États-Unis, qui est une énorme épidémie, on va dire, de gens qui prennent des antidouleurs, soit parce qu'on leur en a prescrit, parce que ça se bouffe comme des tic-tac là-bas, soit parce que c'est les vétérans, soit parce qu'ils sont au chômage, ou alors qu'ils sont en dépression et qu'on leur file ça pour se calmer. Ça parle un peu de tout ça, c'est-à-dire que c'est un ex-détenu qui sort de prison, qui retourne dans sa ville natale, qui est une ville minière, et sur place, il y a des manifestants écolos qui essayent justement de faire fermer le restant des mines de charbon. Et le frère du héros, un jour, en minant un peu fort, va réveiller un monstre, qui se trouve d'ailleurs avoir l'apparence d'un mineur, d'un vieux mineur de fond. Lui, en l'occurrence, c'est donc une personnification humaine du mal, et a priori une allégorie de Trump, ou une allégorie des lobbies du charbon qui essaient de faire tomber la société humaine, etc. Donc, un projet plutôt intéressant. C'est Pac Nadel au scénario, je crois, et si t'as le dessinateur, c'est encore mieux. D'ailleurs, non, tu l'as pas, bah c'est pas grave. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Effectivement, on voit que Panini continue d'importer beaucoup de trucs de TKO. Ils avaient déjà fait les blockbusters, on va dire que sont Sarah et Sentient. Ils ont fait évidemment l'extraordinaire Goodnight Paradise. Ils ont fait The Banks. Ils ont fait quasiment tout ce que TKO a fait, y compris des titres plus mineurs. Alors pas tout non plus quand même. Hein. Pas tout, mais non, parce qu'il y a quand même il y a eu 3 ou 4 vagues maintenant chez TKO. Donc il en reste encore quelques-uns, mais je sais que Seven Deadly Sins, pardon. Je te le dis en podcast, alors qu'il faudrait que je te le dise plus en privé, mais moi j'ai reçu justement tous les titres de de la dernière vague en fait, avec le Jelaya aussi de Juniba. Il faudrait juste que je te les passe pour qu'on fasse un back issue spécial TKO en fait. Ok. Parce qu'il y a le Red Fork notamment dedans, quoi. Très bien. Très bien. Du coup, je disais, on peut refaire une pub Leclerc pour Urban Comics. Je sais pas si la parité des Big Two. Exactement, bah voilà, je veux dire, quitte à être corrompu d'un côté, autant l'être aussi de l'autre. Donc j'ai envie de dire, Corentin, je me lance de nouveau. Bah dis-moi, Corentin, j'étais à la librairie l'autre jour, les comics indés ça m'intéresse, mais parfois quand même c'est un petit peu cher et j'ai peur de pas savoir dans quoi je me lance. Mais grand-père, tu comprends rien. Quoi Là qui on parle, parce que du coup je sais pas, là je me lance, mais je sais pas de quoi on parle. Les offres de lancement d'Urban Comics. Les offres de lancement d'Urban Comics. Mais grand-père, tu comprends rien. Bah quoi? En ce moment, justement, Urban Comics, tu vois, ils font des titres indés. Et ils les font à pas cher. Ah bon? 10 €. Oh. Petite enveloppe, n'importe qui peut le faire, même toi. D'accord. Bon, bah au moins, j'aurais pas besoin de sacrifier ma retraite pour lire des comics indés. Ouais, bah, tu me regardes un peu quand même. Hein. Ça non plus, c'était pas écrit. Je sais pas ce qui nous arrive ce soir. Là. Je crois qu'on est très très fort. Mais du coup, donc voilà, blague à part, donc c'est quand même l'éditeur en fait annonce le retour des offres de lancement. C'est-à-dire que quand même depuis pas mal d'années, donc Urban Comics, vous connaissez, c'est l'éditeur qui fait les titres de DC Comics. Non, je connais pas. Eh ben, figure-toi que c'est l'éditeur qui sort les publications de DC Comics depuis 2012. Mais non. C'est-à-dire que cette année, on fête les 10 ans d'Urban Comics. Oui, je sais. Et donc aussi, depuis 10 ans, il nous propose également des titres indés. Généralement quand même avec une grosse majorité qui nous viennent d'Image Comics. Saga, Descender, beaucoup de Remender, beaucoup d'Aaron, du Vertigo aussi, pas mal de Vertigo. Du Vertigo. C'est quoi? Ça existe plus Vertigo? On peut plus dire Vertigo, faut dire DC Black Label maintenant. Putain de merde. Mais effectivement, oui, à l'époque, ils avaient justement aussi cette bonne idée de proposer le titre indé majoritairement avec un prix de lancement stable, plancher, à 10 € pour le tome 1, sur une période donnée. Ce qui avait été abandonné pendant un petit moment, et dans sa dernière... Il y en avait quand même, il y en avait eu... ça se faisait de moins en moins, mais il y en avait quand même eu jusqu'à l'année dernière, ou c'était en 2020 avec The Weatherman, et... Ouais. Voilà, enfin tu vois, mais c'est vrai que de toute façon l'année dernière, en 2021, il y avait eu juste beaucoup moins d'indés de toute façon, il y avait eu moins de titres, et là il y a quand même la gagne Urban Indies qui reprend un petit peu du peps, puisque voilà, ça fait effectivement 10 ans d'Urban Indies, il y a le retour de Saga, il y a le retour de plein de choses. Il y a des lancements de nouvelles séries. Jimmy et Tignon entre 4e. Voilà. Donc, en fait, ils ont annoncé tout simplement le retour de ces offres de lancement. Ça va concerner donc toutes les séries, donc pas les one-shots, mais bien les séries. Tous les tomes 1, en fait, vont être à 10 €. Donc, ça commence à partir de la fin de ce mois-ci de janvier avec The Department of Truth de James Tynion IV et Martin Simmons, qui est très très cool. On vous l'a déjà parlé en back issues. Ça mérite largement. On va remettre une couche et ça aurait de toute façon mérité son prix 110 €. Voilà, ça c'est de la très bonne valeur perçue.
Le prix, il sera valable pendant 1 mois pour celui-là, et après, sur toutes les nouvelles séries qui démarrent, ce sera pendant 3 mois que ce sera valable. Et donc, il y aura déjà notamment le crossover de Donny Cates, qui aussi, clairement, à 10 € est un titre qui, a priori, devrait trouver son public quand même de façon plus simple. Moi, j'ai toujours un petit problème, enfin, pas un problème, mais une crainte, c'est que si tu généralises trop les prix de lancement à 10 € justement pour les comics indés, après, les gens rechignent en fait à payer plus cher si un titre n'en bénéficie pas, tu vois. Bah, c'est-à-dire, enfin, je comprends ce que tu dis. Dans sa newsletter, Substack, François Arquette dit que ils se sont aperçus qu'il y avait un meilleur rendement sur le deuxième tome, en fait. C'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'il y a un meilleur taux de rebond. C'est une fois que tu commences une série, il y a toujours un écrémage comme une série télé. Tu regardes le pilote, si ça te plaît pas, t'arrêtes. Une partie des gens, eux, continuent, etc., etc. Et en l'occurrence, quand t'as moins le risque du prix à 15 €, de la valeur faciale même à 17, 18 €, tu vas peut-être être plus curieux, t'ouvrir davantage. Je pense que eux, même ils sont pas forcément gagnants sur l'opération parce que c'est forcément vendu à prix coûtant au moins pour un truc à 10 €. Faudra leur demander s'ils peuvent nous montrer leur parce que leur tableur XL. C'est pas des albums qui sont bradés, ça reste du cartonné dur avec la quantité habituelle de travail. Oui, et puis de toute façon, techniquement, un ou 3 mois après, ils seront après au prix de 15 et quelques. Donc je sais pas exactement. Moi, je pense, à mon avis, que c'est le bon moment pour le faire parce que là, on parle vraiment de la problématique du prix avec la crise du papier, avec l'accroissement de l'indépendant aussi, comme tu dis, qui va et vient en fonction en fait de la demande, pour essayer de pousser les gens vers cette orientation-là. Je sais que c'est un vrai débat en fait, le comics indé en France. Moi, ça me dépasse complètement. J'ai commencé à lire de l'indé vraiment massivement grâce aux offres à 10 €. Hein. J'ai fait justement cet effort de curiosité à l'époque. Je crois que je l'ai fait aussi. Quasiment plus vraiment. Enfin, j'achète plus d'albums de super-héros moi aujourd'hui quasiment. À part les gros trucs, vraiment Black Label, etc. ou les classiques de Marvel chez Panini, etc. Tu vois là, je vais payer pour l'Escadron Suprême. Ouais. Mais globalement, c'est vrai que j'ai plus de facilité à aller vers ça. Et en plus, c'est une culture qui t'éduque parce que t'as compris où allait ton argent. T'as compris que la série était vraiment écrite par quelqu'un qui en vit et qui en dépend, qui va avoir un jour peut-être une adaptation, qui pourra devenir riche, entre guillemets, grâce à ça. Donc, à mon sens, c'est une bonne chose. Et je pense que si justement ça peut amener les autres éditeurs à se poser la question de est-ce que nous, on pourrait pas faire ce genre d'effort-là aussi. C'est un pari, après, hein, c'est des structures aussi parce que Urban, ça appartient à un média. Il y a tout un environnement. Je sais pas s'ils bénéficient pas forcément d'un soutien du fait que ça appartient à toute la structure, mais je pense que c'est quand même une maison qui techniquement a des reins plus solides que par exemple, je sais pas, que Bliss avec Comics, je pensais plutôt à Panini en l'occurrence. Panini a fait quand même sur Reiwa et sur TK. Alors bien sûr, mais alors Panini avait fait l'offre de lancement sur Die par exemple. Ils l'ont fait sur Strange Academy, donc forcément ils l'ont pas fait beaucoup de fois, mais de façon évidente, le Strange Academy s'est retrouvé au top des ventes de l'année dernière en termes d'albums. Strange Academy, c'est pas de l'indé. Non, mais je veux dire qu'ils l'ont fait quand même sur certains titres, tu vois, pas que sur Die, mais après ils l'ont fait sur Die. Mais effectivement, oui, s'ils pouvaient le faire sur Goodnight Paradise. Après, tu vois, Goodnight Paradise, pour moi, ça justifie qu'on mette 20 balles dedans. Mais c'est un one-shot. Et c'est un one-shot aussi, ouais. Effectivement, c'est un roman graphique. C'est le problème avec les TKO, c'est que ça reste que des one-shots. Donc pour l'instant, il n'y a pas. Oui, c'est sûr que. Oui, c'est vrai, c'est pas idiot ce que tu dis. Alors que Die, c'était une série en 4 tomes. Et ils l'ont fait avec No Man Omen, du coup, des Italiens là. Ouais, après, bon, ça c'était un push généralisé de Panini sur toute l'Europe pour essayer de pousser ce projet-là, quoi. Parce que No Man Omen, ils l'ont récupéré de chez eux, ils l'ont édité en interne au départ. Je crois pas, non, ça a été chez Image aussi, donc je suis non, pas mais ça a été certain. chez Image aux États-Unis. Ouais. Mais oui, ils l'ont édité en Italie d'abord, non? Je me rappelle plus. Bon, peu importe. C'est possible, mais je me rappelle plus. Mais bref, en tout cas, voilà, après, je comprends effectivement que ça puisse poser un problème de concurrence, mais il faut intéresser les gens à l'indé, en fait. Et comment tu fais si c'est autrement que par le truc le plus débile que tu peux imaginer, c'est-à-dire le prix. Moi, je suis l'exemple que ça peut marcher. Après, bon, j'étais prêt à me laisser convaincre aussi. Peut-être que, ouais, il faut. De toute façon, pour moi, il faut que les prix baissent d'une manière ou d'une autre. Ça n'arrivera pas. Mais je sais. Je sais, donc je prends les bonnes nouvelles quand elles arrivent, quoi. Très bien. On continue. Du côté d'Urban, encore une autre annonce qui fait plaisir, sur laquelle on va pas revenir trop longtemps, puisqu'on a déjà pas mal décortiqué le titre dans les back issues, mais on y reviendra de toute façon à ce moment-là. C'est que d'ici l'automne, il y a The Nice House on the Lake de James Tynion IV et Alvaro Martinez qui arrivera en VF. La charmante maison au-dessus du lac. Oui. Un titre paranoïaque, anxiogène, sur une éventualité de fin du monde, depuis une maison à huis clos avec une bande d'amis qui connaissent tous un personnage très mystérieux, Walter avec ses lunettes, et qui sont invités pour le week-end, sauf que quand ils allument la télé et qu'ils voient leur téléphone, ils s'aperçoivent que en dehors de la maison, eh bien, ça ne va pas. C'est super bien, c'est super beau. Martinez qui fait un travail exceptionnel. Ouais. Une autre de ses révélations, James Tynion IV a le secret. C'est vrai que moi, je fais partie des gens qui ne l'aimaient pas chez DC Comics et qui d'ailleurs, à part son détective comics qui était sympathique, vraiment le mec s'est révélé en indé comme
Matt Fraction s'est révélé en indé parce que chez Marvel, c'était pas toujours extraordinaire. Et on voit effectivement qu'Urban fait toujours cette espèce d'effort d'accompagnement sur un auteur, parce que, comme tu l'as dit, il y a Department of Truth qui arrive. Ils vont rééditer en grand format. Ils sortent déjà. Ouais, c'est réédité. Je veux dire qu'il avait déjà publié, mais du coup, effectivement, il le réédite en cartonné. Il y a Wind aussi en Urban Kids qui est du même auteur qui est sorti. Donc, clairement, du James Tynion Ford, en veux-tu, en voilà. J'en veux. Et bien tu en auras. Voilà. C'est ça. Non mais c'est chouette, je sais pas, on est content. Ouais, on est très, très content. Mais après voilà, comme dit, il n'y a pas d'horizon défini encore. C'est entre septembre et novembre. C'est un titre d'horreur. Moi je dis pour Halloween, machin, ça pourrait être plutôt malin. Mais donc on vous en reparlera d'ici quelques mois. Mais vous savez que vous l'avez entendu en premier sur First Print. Ensuite, autre annonce qui nous vient de la part de Glénat. Oui, Glénat existe toujours. Alors la maison d'édition bien entendu n'est pas morte. C'est le label Glénat Comics qui est plutôt en réanimation, on va dire. On attend de voir. Non, mais voilà, disons que le label peut encore exister pour... C'est respirateur artificiel plutôt, tu veux dire. Oui, non, mais je veux dire que voilà, j'imagine qu'ils sortiront le dernier, enfin l'anthologie des The Old Guard et l'éventuel 3e volume sous ce label. Merci Netflix. Mais effectivement, il y a plus grand chose d'autre a priori qui va sortir maintenant que Olivier Jalabert a quitté le navire pour aller chez Dupuis. Faire des bonnes BD avec Cy Spurrier et Mathias Bergara. Exactement. Ceci dit, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des comics qui vont continuer de venir aux éditions Glénat. Et en l'occurrence, là, c'est un titre qui s'appelle Sweet Paprika de Mirka Andolfo, dont on vous a aussi déjà parlé plusieurs fois, puisqu'à la base, c'était un projet de série d'animation érotique qui a trouvé une déclinaison en BD parce que ça va quand même plus vite de faire de la BD que de l'animation. Et c'est un projet qui, dès le départ de son annonce, avait été annoncé. C'était un peu de la répétition, mais qui avait été donc en fait fait en coprojet entre la France, l'Italie et les États-Unis. C'est-à-dire que dès le départ, on savait que ça allait sortir de toute façon chez Glénat pour la version française. Et donc ça arrive effectivement chez Glénat, mais il y a un petit détail dans cette publication puisque ça ne va pas sortir en fait en format comics. Déjà, ça ne sort pas sous label Glénat Comics, c'est sous Glénat en hors collection. Ça va arriver en noir et blanc et nuance de rose, c'est-à-dire que les planches en fait qui ont été mises en couleur pour la version Image Comics en fait sont vraiment voilà, en noir et blanc et nuance de rose avec des trames. Ça fait très manga et surtout que voilà, c'est un format complet, donc ce sera les 12 numéros de cette maxi-série qui seront compilés. Donc ça fait 304 pages et c'est marqué en tout cas dans le catalogue libraire, donc c'est en souple et en 17 x 24 cm. Il faudrait que je retrace, mais ça a l'air pour moi d'être vraiment une sorte de juste de gros manga en fait, tu vois. Donc c'est vraiment un format qui va être différent. 24, il me semble, c'est un peu plus haut que du manga. Non, 17 x 14, pardon, 17 x 14. 17 par 14, c'est jouable, ouais. Ouais, tu vois, ça me fait un gros tome comme ça, tu vois. Ouais, complètement. Mais du coup, je trouve ça intéressant. Alors, j'imagine qu'il y a des gens qui vont pas être contents parce qu'il y a le travail du coloriste qui est perdu et tout ça. Mais en même temps, tu vois, Mirka Andolfo, clairement, en fonction des projets, c'est des choses qui peuvent parler plus ou moins à certains types de lectorat. Et ils avaient fait l'Omnibus Comics contre Natura. Ils avaient fait de la publication franco-belge pour Mercy, en découpant vraiment en format d'album vraiment franco-belge. Et puis là, clairement, ça a l'air de lorgner plus du côté un petit peu manga pour ce titre qui graphiquement est dans la tonalité à ces marques là-dedans. Donc je trouve ça assez intéressant en fait. Shoujo ecchi, très, très marqué manga. Mais Andolfo, elle a plusieurs styles de toute façon de base. Ouais. C'est une nana qui est croisement c'est une artiste qui est au croisement du dessin de comics parce qu'elle utilise une technique de couleur qui fait très comics, du franco-belge parce qu'elle a effectivement ce côté, tu vois, Merci fait plus après c'est pas elle qui se met en couleur sur Sweet Paprika. Oui, non, mais je veux dire qu'en général, si tu veux, son style est s'associe bien avec d'autres imaginaires que celui de ce qu'on pourrait... Parce qu'après, je sais pas s'il y a vraiment un genre de la BD italienne. Est-ce qu'il y a une école de BD italienne? Barbucci et tout ça, pour moi, ça fait très oui, italien. Barbucci, même Manara... Marini, ouais. Après, bon, c'est plus... Comment il s'appelle aussi l'autre, là, Chris Pax, je crois que c'était. Le mec, l'autre champion de la BD érotique. Guido Chris Pax, je sais plus, bref. Mais voilà, en l'occurrence, effectivement, il y a un côté BD érotique dans le travail de Andolfo aussi. Mais celui-là, c'est peut-être celui qui fait le plus manga, dans les thèmes, dans l'utilisation de l'univers, dans le côté même créature un peu Angers démon qu'on voit dans pas mal de jeux vidéo, de manga japonais. Donc c'est effectivement une plutôt bonne nouvelle, plutôt bonne idée, compte tenu de la puissance du marché du manga en France.
C'est très intelligent de faire ça, je pense. Même si lui-même limite les les nuances de rose, c'était peut-être pas forcément utile. Bah, c'est pour mettre. Ouais, voilà. J'ai envie je vais faire l'énorme comparaison qui a aucun sens. Vas-y. C'est ça, la Sin City. Exactement, bien sûr. Non, c'est Black, White and Pink. Ouais, Black, White and Pink aussi, ouais. Il pourrait l'appeler comme ça d'ailleurs, l'édition. Non, après, oui, c'est un peu dommage parce que moi je trouve que les couleurs étaient très, très jolies dans le truc. Ça faisait très dessin animé, justement. Là, ça fera plus manga que dessin animé. Mais quelque part, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans un podcast, je crois, du volume de Jill Thompson sur les Dead Boy Detectives, qui était justement complètement en American manga, qui avait été édité en noir et blanc, et où Thompson, qui a pareil plusieurs palettes de style, faisait vraiment du manga avec ces personnages-là qui sont jeunes détectives, donc comme détective Conan ou tous les mecs tous les personnages de jeunes détectives de la fiction japonaise. Donc on n'est pas un coup d'essai pour essayer de morpher une BD italienne ou américaine en manga. Là, je pense que ça peut être une bonne chose si le titre trouve son public et a le droit ensuite à un reprint en couleur. Pourquoi pas? Bah, c'est vrai, hein, c'est vrai. Enfin, c'était pas indiqué dans le catalogue, mais peut-être qu'effectivement, ça peut aussi après faire une édition hardcover. Comme le chemin inverse de Scott Pilgrim, tu vois, qui est arrivé au début par exemple, American manga en noir et blanc, qui maintenant, les gens ne jurent plus que par la version couleur. Sauf moi, je préfère le noir et blanc dans Scott Pilgrim. Voilà, jugez-moi et jetez-moi des cailloux dans la rue. Mais en tout cas, c'est chouette que le titre arrive. Même si c'est pas du comics. Ce qui veut dire qu'ils ont un peu honte de faire du comics. Hein? Non. Je rigole, c'est une petite piste. Non, mais après, de toute façon, le label Glénat Comics, techniquement, voilà, il n'existe plus vraiment. Ouais. Respect à lui. C'est respect à ses proches. So long, brother. Mais c'est pas grave parce que voilà, ça empêche pas en fait au projet d'exister. Après, voilà, parfois on se cantonne à des cases. Là, on met tout dans des cases. Bon, machin, truc, c'est pas possible. Vu le style et le noir et blanc, t'es obligé de penser à du manga quand même. Bah, moi, c'est ça. Mais après, quand j'ai contacté Attaché de presse, elle a pas voulu me confirmer sur ce terme précis. Elle m'a dit non, ça je veux pas. C'est de la BD. Tu sais, la BD n'a pas de frontière. Non, mais dans le sens qu'elle avait pas forcément l'information, qu'elle voulait pas dire de bêtises non plus, tu vois, parce que peut-être que c'est moi qui le visionne comme ça et que en fait ça. Mais quand même, ça évoque le truc. Bref, on passe du côté de la VO. Il y a quelques petits trucs à aborder. Une confirmation toute simple et qui fait grave plaisir, c'est que le Shaolin Cowboy Cruel to be King a été confirmé pour le mois d'avril chez Dark Horse. On a déjà fait le topo, donc on va pas revenir dessus. Mais voilà. Ouais, personnage silencieux qui fait du kung-fu avec une petite chemisette rouge trop mignonne et qui est ultra violent, scène d'action très très longue, très décousue au niveau du scénario avec des crustacés qui ont été à apprendre le kung-fu à Shaolin et qui se tapent avec le héros, des gros monstres, des grosses bagarres, beaucoup de détails. Le mec qui a fait les concept art de Matrix 1, 2, 3, 4 et de Speed Racer un peu. Je suis Jeff Darrow. Il faut dire Jeff Darrow apparemment. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça se confirme comme étant le grand projet de sa carrière. Il finira sa vie probablement avec un croquis du Shaolin Cowboy dans la main. Il est pas si vieux que ça. Non, il est pas si vieux, mais il a vraiment fait que cette série-là en fait. C'est-à-dire que à part Hardball, des Big Guy, et voilà son travail au cinéma ou avec Moebius, il a quand même que cette série-là qui est son travail fleuve depuis le début et qui fera jusqu'au bout tout le temps, quoi. Donc c'est super bien. Et ça arrivera sûrement chez Futuropolis aussi à un moment donné. Bah attends, oui, ça c'est certain. Bah peut-être en fin d'année, peut-être l'année prochaine, je sais pas. Moi, tu m'as promis un podcast avec lui, hein, Arnaud. Alors je te l'ai pas promis, j'ai dit que la Bretagne. Oui. La Bretagne. Oui. J'aimerais bien interviewer Jeff Darrow, apparemment il est chez vous. Mais faut que je les relance parce qu'elle m'a dit que c'était faisable, donc il faut juste que ça se goupille et goupille. Goupille, c'est des poissons. Non, goupille, c'est un renard. Ah, pardon. Voilà. Je confonds avec les goupilles alors. Je suis biologiste, rappelle-toi. C'est vrai. Moi, mon chat est un renard. On continue, Corentin. J'ai envie de te poser une question pour la prochaine actualité. Dis-moi. Est-ce que Robert Kirkman, il a pas des bails un petit peu sombres quand même? Non. Ouais. C'est le grand génie de Image Comics, il dirige Skibound et tout. J'ai pas envie de blaguer là-dessus, en fait, ça me saoule. Donc, Robert Kirkman, il s'est fait attaquer en justice, Arnaud Kikou. Encore une fois? Oui, par son coloriste. Le coloriste de Invincible. William Crabtree. Exactement. Et pourquoi Arnaud Kikou? Eh bien parce que Crabtree lui reproche de lui avoir fait de lui avoir un petit peu mis à l'envers. Exact. En lui faisant signer son contrat un papier qui grosso modo pour lesquels il ne touchait plus de royalties et où il était exclu des éventuels accords de vente ou d'adaptation. Sauf qui ça nous fait penser à Tony Moore. À Tony Moore, oui. Il a fait exactement la même chose la même année avec le même contrat
et où il a déjà eu un procès qu'il a perdu. Ah, il l'avait perdu, ouais. Oui. Enfin, après, il a perdu. Ils se sont entendus ouais. Le jugement, c'était que les deux parties sont d'accord. Ce qui veut dire, en fait, tiens, je te fais un chèque et ferme ta gueule, maintenant, il faut la paix. J'aimerais bien aller chez Amazon pour vendre mes produits. Pour résumer, effectivement, voilà, Robert Kirkman qui a créé Invincible, qui a créé Walking Dead, évidemment, Oblivion Song, qui est le président de Skybound et alors, je sais plus si c'est le vice-président ou le CFO de Image Comics officiellement. Donc, c'est un des grands noms du comics moderne. C'est un grand scénariste, c'est un grand producteur aussi, c'est un grand créateur de concepts qui vont se faire adapter les uns après les autres. Outcast, Walking Dead, l'Empire Walking Dead. Et c'est un grand filou. Et c'est un filou, effectivement. Alors, en 2005, ce qui se passe, c'est qu'il va avoir quasiment tous ses partenaires avec un contrat, en fait, qui indique qu'effectivement, ils doivent renoncer à la propriété intellectuelle des projets qu'ils ont créés. Ce qui est évidemment un truc qu'il faut préciser, chez Image Comics, ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existait pas. À l'époque, quand William Crabtree a signé pour coloriser les 50 premiers numéros d'Invincible, il touchait 10% des ventes sur chaque titre, et il touchait 10% des sommes si jamais un jour Invincible devait être vendu à Disney ou quoi, pour $1 million, il aurait touché $100,000. Voilà. Donc Kirkman va les voir et leur fait, en fait, les mecs de Hollywood, ils aiment pas trop avoir 40 interlocuteurs. C'est compliqué pour eux, parce qu'en plus, il faut faire 3 contrats, il y a des négociations d'avocats sur qui peut récupérer quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est moi, je vais aller les voir tout seul, et vous me cédez vos droits. Et donc, je vous finis un contrat, etc. Mais vous inquiétez pas, dans les faits, je suis pas un enfoiré, et je vais quand même vous payer ce que je vous dois, en fait. Donc, les royalties sur les ventes de BD et les droits d'adaptation. Évidemment, arrive ce qui doit arriver, Walking Dead se lance, Tony Moore n'est pas content. Donc, Tony Moore fait un procès, il engage un avocat. Et Robert Kirkman lui répond non mais attends, je t'ai pas forcé à signer, t'es con et tout. Donc finalement ils arrivent à s'entendre. Donc on imagine que, enfin moi en fait si tu veux cette news là c'est aussi le côté en fait Kirkman a perdu son procès parce que l'avocat qu'engage Crabtree c'est exactement le même qui avait représenté Tony Moore. Donc je pense que Crabtree s'est dit en mode genre ah bon bah allez je vais gagner un peu d'argent. Donc évidemment c'est choquant parce que la philosophie originale d'Image Comics c'était les créateurs restent propriétaire de leurs œuvres. Kirkman n'est pas un des cofondateurs d'Image Comics, mais c'est l'un des présidents qui défend cette espèce de côté émancipons-nous des majors, venez travailler pour nous, on est sympa. On sait qu'aujourd'hui, il crée des personnages pour les autres, c'est-à-dire qu'il fait ce que faisait Stan Lee à une époque. Il a créé Furtif, qui a été créé par qui a été écrit et dessiné par une autre équipe, mais c'est lui qui garde les droits. Et comme en fait, il va y avoir une série ou un film sur Furtif chez Legendary, c'est lui qui garde tout l'argent, c'est pas le scénariste et le dessinateur de la série. Pour Outer Darkness, qui a été annulé, alors que c'était quand même le projet de John Layman, ça se voit, du début à la fin, ça pue le John Layman. Mais il l'a fait sous contrat avec Kirkman garde les droits, donc Kirkman a dit ça marche pas, ce qui je pense voulait dire je n'arrive pas à le vendre à Hollywood, donc on arrête les frais. Et voilà, aujourd'hui on voit qu'en fait Kirkman c'est devenu comme Mark Millar, comme Scott Snyder quelque part, un mec qui simplement conçoit des projets pour se faire adapter, et si ça marche pas, bah on tire le plug, et c'est toujours lui qui garde les droits en interne. Donc effectivement, Crabtree va essayer de récupérer ce qui lui est dû, c'est-à-dire en fait l'argent sur la vente des droits d'Invincible à Amazon Prime Video pour la série animée, parce qu'il a pas reçu 1 centime. Ce qui est rigolo, c'est quand même toute sa vie, Kirkman jusqu'ici avait continué à payer les royalties des BD Invincibles à Crabtree. Donc c'est pas des fortunes, on est d'accord, mais tous les mois, s'il y avait un numéro de Invincible qui se vendait, Crabtree touchait ses 10% contractuels. Ce qui veut dire en fait que Kirkman n'avait donc pas menti, il était prêt à continuer à payer le coloriste, même s'il avait renoncé à ses droits. Tu vois, mais quand il y a un gros chèque de Prime Video qui arrive, là pour le coup, non, t'as renoncé à tes droits. Donc bon, c'est un peu à gerber. Mais bon, on n'est pas vraiment surpris. Voilà, le procès Tony Moore déjà à l'époque, c'était vraiment une battle de frère, on a créé un projet ensemble, tu m'as trahi, etc. Alors que en vrai, qui peut être surpris maintenant? Les comics, c'est comme tous les milieux, on fait ça pour faire de la thune. Et il y a toujours des trahisons, toute l'histoire des comics est remplie de ça. Moi, j'avoue que ça me surprend un peu parce que je pensais justement qu'après la défaite contre Tony Moore, Kirkman allait être un peu beau joueur et éviter de se reprendre les pieds dans le tapis. S'il faut que ça passe par là pour qu'ils comprennent un peu qu'en fait, il faut arrêter d'arnaquer les gens, tant mieux. Tant mieux. Ouais, c'est un peu surprenant de voir. Après, c'est pas. En fait, dans l'ordre chronologique, t'as l'impression qu'il retombe dans des travers, mais en fait, c'est juste qu'il a eu. C'est les mêmes travers qu'à l'époque. Ouais, non, c'est-à-dire qu'il y a eu une époque où, il y a eu un moment où il s'est dit, vas-y, faut que je fasse ça, et c'est juste que maintenant, ça lui retombe sur la figure, et que Bien potentiellement, il faut voir quels étaient les autres comics qu'il avait fait à cette époque-là, et peut-être que ça va revenir après sur si tous les autres comics c'est clair que Battle sont Pop ou quoi, c'est lui qui a les droits. Enfin, tout ce qu'il a fait avant 2005, probablement qu'il a dû préempter les droits pour éviter de se. Mais justement, s'il y a une autre adaptation, peut-être qu'il sera intelligent et que cette fois-ci, il filera la part
qui doit à la personne en question, tu vois. Ok. Très bien. Bah écoute, on verra bien. On imagine qu'il sera perdant de toute façon s'il a fait le même avocat. Effectivement, le Tony Moore. Mais c'est chiant parce que ça l'empêche pas de faire des bonnes BD après. Mais voilà, faut aller dire à mince, comment il s'appelle, à Chris Samney, méfie-toi. Relis bien le contrat que t'as signé pour faire Firepower. À mon avis, aujourd'hui, c'est comme Millard, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont plus associés aux droits d'auteur. À mon avis, c'est des salariés sous contrat maintenant. Je pense qu'ils les payent cher en mode viens travailler avec moi. Tu crois, ouais. Bah, ça me paraît juste logique. Tu n'en sais rien techniquement, on est d'accord. Non, mais c'est plutôt logique puisque finalement, si lui, l'idée c'est de se faire adapter, en plus il y a Skybound Entertainment qui fait aussi des jeux vidéo et tout. Il produit lui-même toutes ces adaptations. On pourrait essayer d'avoir le mec de Oblivion Song pour voir avec lui s'il a reçu un chèque pour la série. Lorenzo Di Felice. Voilà, ça y est. Il fallait quand même que ça sorte. Oui. Mais à mon avis, tu vois, comme Millard aujourd'hui, un dessinateur qui vient travailler chez Millard World, il est juste payé par Netflix un bon salaire. Ouais, mais c'est différent parce que Netflix et Skybound, c'est quand même pas du tout le même rapport de force, pas du tout la même structure. Parce que Skybound reste un label de Image Comics, hein, tu vois, en termes de hiérarchie. Millard World, c'est une petite structure dans l'empire Netflix. Tu vois, à mon avis, les sommes sont relativement comparables. Walking Dead, c'est vraiment. Walking Dead, ça fait vraiment des tonnes de blé. Hein. Invincible, c'est un succès immédiat. Il n'y a que Outcast qui était un franc échec. Mais même les jeux vidéo Walking Dead, ça a gagné des putains de Game Awards, quoi. Non, après, je sais pas. Après, il faudra faire une échelle de prix, mais à mon avis. Il faut quand même mettre de côté les revenus que ça a pu faire avec les produits dérivés, enfin, avec toutes les adaptations, sur l'ensemble du fonctionnement de la structure Skybound, qui n'est pas non plus, enfin, qui donne pas l'impression d'être. Des rutilantes et pleines de fric, tout ça. Non, ouais, je sais pas. En tout cas, je n'ai pas du tout cette lecture de Kirkman extérieure. Vend beaucoup plus que Millard, par exemple. En BD, par exemple. Tu vois, Walking Dead. Je sais pas si t'as entendu parler de ce petit projet. Oui, mais Walking Dead, d'accord, ok, ça continue de se vendre très bien, mais quand tu regardes les nouveaux projets, justement, les Firepower, est-ce que Firepower se vend mieux que Magic Order? J'en suis beaucoup moins convaincu. Ouais. Écoute, et ça compte quand même. Et on connaît des gens qui connaissent Chris Samney. Moi, je dis qu'on va passer un coup de fil pour avoir le fin mot de cette histoire. Ouais, moi je pense que restez avec nous. Ouais, mais je pense que Chris Samney dira c'est pas vos oignons les gars. Mais vous ce qu'il faut. Désolé les frérots, mais bon, j'ai signé un NDA. Tout à fait. Alors du coup, on va poursuivre la suite de ce podcast avec quelques annonces qui nous proviennent du côté de Vought Comics. La maison d'édition fête cette année déjà ses 5 ans d'existence, Corentin. Bravo, et donc, comme ils le font à leur habitude, en tout cas ils l'avaient déjà fait l'année dernière, en fait ce qu'ils font c'est qu'en début d'année, ils balancent plein de teasers pour annoncer les noms des gens qui vont travailler avec eux pendant les 12 mois à venir. Et il y a quand même quelques noms plutôt sympathiques. Parce que dans tous les teasers qu'ils ont balancés récemment, on a Brendan Fletcher qui a fait Isola. Qui a co-créé Batgirl avec... Il n'a pas co-créé Batgirl. Qu'est-ce que je raconte? Qui a fait le run de Batgirl avec Babstar et l'autre pervers là. Ouais. Il y a Christopher Sebela, donc Shanghai Red, avec Ben Hennessy. On a un monsieur qui s'appelle Son M, qui nous vient de l'animation. Il y a Cullen Bunn, ton auteur favori. Ouais. Qui va faire sûrement un titre d'horreur pour le coup. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que le teaser annonçait que Cullen Bunn tout seul. Donc je sais pas s'il doit écrire et dessiner à la fois. C'est un petit peu particulier. Il dessine Cullen Bunn? Je crois pas, enfin ça me dit rien, c'est pour ça que je trouve ça un petit peu particulier. On a John Lees et George Cambadais dont je ne connais pas beaucoup les œuvres, voilà, parce qu'ils sont en train de recruter aussi des noms qui n'ont pas encore fait énormément de choses, parce que voilà, c'est une maison qui à la fois se repose parfois sur des gros noms et parfois en fait veut agir comme une sorte de découvreur de talent. On a Zach Kaplan qui a fait Eclipse et Port of Earth chez Image Comics, qui était vachement bien, qui s'associe avec un dessinateur qui s'appelle John Pearson, qui lui œuvre sur l'anthologie Razor Blades de James Tynion IV. On a Dennis Hopeless, donc ça c'est un auteur assez connu, qui est notamment sur la nouvelle série X-O Manowar chez Valiant avec Victor Ibanez, un dessinateur espagnol qui a fait pas mal de X-Men. Et on a aussi Michael Morrissey et Nathan Gooden, qui eux ont fait déjà chez Vought Barbaric, donc j'imagine que ce teaser concerne éventuellement le deuxième volume de Barbaric qui a déjà été annoncé en fait. Ouais, c'est ça, c'est le Conan avec la hache qui parle. En fait, le deuxième volume avait déjà été annoncé, donc j'imagine que c'est juste qu'ils le retisent et que même s'ils avaient été annoncés, ils referont une annonce quand ils auront le premier numéro à sortir. Mais dans l'ensemble, voilà, des équipes créatives plutôt intéressantes. Il y a quelques noms. Forcément, c'est difficile d'être trop enthousiaste parce que il y a quand même pas mal de noms en fait qui sont pas encore très connus. Et alors, si vous dites bien que s'ils sont pas ultra connus aux États-Unis, en France, vu que les titres Vought Comics ils sont pas non plus très très nombreux à arriver, c'est compliqué en fait de pouvoir vous dire ouais, ça va être trop bien. C'est les gens qui ont non, parce qu'en fait vous ne les avez pas lus parce qu'en fait c'est juste pas sorti en France. Ouais. C'est à la fois ça et aussi le fait que Vought Comics de toute façon
on les a remarqués pour la qualité de leur travail et de leur sélection, donc on peut leur faire confiance, on va dire, pour sélectionner les projets qui sont intéressants. Ce qui, à mon avis, est un meilleur gage de qualité que juste dégainer un gros nom. Mais on voit aussi quand même que les indés, petit à petit, chaque année, tu as une sorte de rebattage de cartes sur où est-ce qu'il faut aller maintenant pour aller mieux vaut que ce soit un battage de cartes plutôt qu'un battage de couilles. Waouh, attends, j'ai mis 2 secondes à comprendre si c'était vraiment aussi grand que ce que j'imaginais. Effectivement, elle va rentrer dans l'histoire, celle-là. Non, mais rappelle-toi quand on a fait le podcast avec Image Comics où on se disait justement que c'était un peu la dèche en ce moment et que finalement eux ils étaient plus sur des projets un peu sécurisés, que les vrais talents étaient partis chez Boom ou chez ailleurs, et finalement en fait on remarque que c'est vrai que ça, tu vois, ça c'est ce que j'allais dire, c'est un va-et-vient en fait permanent. Donc pour moi Volt va Arnaud sans sérieux toi, t'es fatigué hein. Oui. Donc Volt va vraiment récupérer des trucs plus gros cette année, j'en sais rien, mais en tout cas moi ce qu'ils produisent pour l'instant je trouve ça déjà suffisamment bien pour rester chouette. Hopeless c'est cool. Même Fletcher, je crois que c'est lui qui avait fait Motor Girl avec Babstar. Hein. Ouais, parce que c'était l'équipe de Bargirl. Ouais. Du coup, peut-être qu'il y a d'autres trucs à dire, qu'il y a d'autres trucs à dire en indé, parce que je sais pas s'il a fait beaucoup d'indé à part ça. Mais moi, j'avais bien aimé ce gars. Il avait fait aussi la série. Il a fait Isola Black quand Canary même. Aussi, non il a fait Isola quand même. Ouais, Isola, c'était ouais. Mais Black Canary, c'était lui aussi, non? Avec Annie Wu. Il me semble. Je me rappelle plus. Je sais plus. Oui, t'as raison. Ouais, oui, c'était bien ça. Crois, ouais. Une petite série musicale sur une super-héroïne qui chante et qui pète des gueules. Non, parce que ça, c'est Black Canary, du coup. Ouais, mais... Et ça a déjà été fait. Ouais, mais... Faut pas redemander ce qui a déjà été fait. Ouais, mais... D'accord. Joe Casey, quand il a quitté Marvel, il a refait Miss America, mais avec son personnage à lui. Oui. J'aime bien ça quand ils font ça. Oui, techniquement. Ils récupèrent leur truc en mode, cassez-vous. Après, c'est quand même pas du tout... Enfin, non, Volt, ils font vraiment pas de super-héros. Non, c'est sûr que non. Il y aurait rien de super-héroïque là-dedans. C'est plus l'horreur. Il y a de l'horreur, du fantastique, du western, du cul aussi un petit peu, enfin de la science-fiction avec un peu de coquinerie. Mais effectivement, moi, il n'y a pas trop de super-héros. Très bien. On va pouvoir continuer la partie comics avec la partie mainstream, avec du bon gros gras de super-héros qui tâche, et quelque part ce qui est un peu la meilleure nouvelle dont on va parler dans ce podcast, qui est clairement un petit peu... moi, j'ai reçu un coup de fil quand c'est tombé. Il était 23h. 23h et mon téléphone sonne. Et là, je vois Corentin qui m'appelle. Il faut savoir que Corentin ne m'appelle jamais au téléphone. On se parle souvent sur Messenger, mais sinon, voilà, téléphone, niet. Et du coup, je décroche, allô et tout, et il était en larmes. Et il fait, tu te rends compte, c'est le plus beau jour de ma vie. Moi, je suis là, je demandais rien, et puis j'ai ce genre de trucs qui arrivent, et je suis trop heureux. Et je pense que je vais demander ma copine en mariage pour fêter ça, quoi, parce que vraiment, je pense que. Sur quoi tu t'engages? C'est lui qui lui fera sa robe de mariage. Et du coup, la grande. Ce qui est cool aussi. Parce que moi, je lui disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, Corentin. C'est ouf. Qu'est-ce qui s'est passé de si bien pour que tu sois en larmes comme ça? Et il me fait. Il y a John Romita Jr. qui reprend Amazing Spider-Man en avril pour le relaunch avec Zeb Wells au scénario. Ouais. Et vraiment, t'es en kiff. Ah non, mais vraiment. C'était le monde a ralenti autour de moi. C'est comme dans les films. J'avais des petits cœurs qui sortaient de la tête. C'est trop bien. Moi aussi, j'ai reçu un coup de fil ce jour-là. C'était Arnaud qui me disait par contre, tu peux pas faire la news, s'il te plaît, parce que j'ai la flemme. Et du coup, j'ai fait la news très généreusement. J'ai même fait les 2 news sur le retour de John Romita. J'étais pas dispo. Du coup, voilà, ça a été un vrai effort pour moi de ne pas dire ce que je pensais, en fait. T'as vu comme je suis cruel quand même. Ouais, non, mais c'est horrible parce que tu sais qu'il y a des gens qui aiment bien et qui vont dire ouais, c'est une bonne nouvelle, trop cool. Et t'as pas envie de les vexer parce qu'au bout d'un moment, ça ne se discute pas, les goûts et les couleurs. Mais on fait des podcasts pour ça, et ça c'est bien parce que là, ceux qui nous écoutent savent ce que je pense vraiment de John Romita Jr. Est-il utile de le rappeler? Voilà, c'est de la merde. Je ne comprends pas comment ce mec passe pour une rockstar ou pour une vedette des comics. Alors parce qu'il a fait des bons travaux. Un marqueur. Il a fait des bons travaux. De prison. Il s'est pas dessiné. Ça fait 30 ans qu'il a rien fait de bien. Mais juste le visuel, mec, la jambe de Spider-Man, elle se barre en couille. On dirait qu'il s'est pété le mollet. Enfin, c'est nul, quoi. C'est pas beau. T'as vu les premières pages? Mais tu sais, il a pas pris un grain depuis l'époque de Straczynski. Déjà à l'époque c'était dégueulasse, tout le monde disait non, c'est vachement bien, mais sans déconner, mais tout le personnage, bref, tu vois, ça commence. Bon bah tant mieux pour vous. Zeb Wells pareil, enfin ça fait bander qui Zeb Wells en 2022.
Je suis même pas sûr que les parents de Zeb Wells sont contents, tu vois, en mode ouais, peut mieux faire quand même, Zeb. Faut pas déconner, tu vois. En plus, ils l'ont pris lui comme si c'était une grosse annonce, alors qu'il était déjà sur le panel d'artistes de scénaristes qui font Spider-Man depuis Ben Reilly, là, la relance Beyond, qui est une relance de merde, parce qu'elle a même pas duré 6 mois. Enfin, si, un peu plus de 6 mois. Non, même pas. Même pas, c'est 6 mois à tout rond, quoi, en fait. Ouais, bah un peu, tu sais, c'était un peu comme la période des X-Men avant, quand ils avaient fait ce relaunch qui a même pas été publié au final. Si, ça a été publié. Age of X. Ouais, voilà. Non, Age of X, ça a pas été publié chez Panini, du coup. Ouais. Ils ont fait, vas-y, flemme, on fait tout de suite. Mais ils avaient raison, clairement. Là, c'est pareil, t'as vu la quantité de numéros qu'il y a. J'en ai lu 1 ou 2 en seulement. Qu'il y a juste pour occuper le terrain, le temps que Peter Parker revienne de son faux coma de merde, là. Mais sans déconner, mais Niclo. Alors Niclo qui paraît son communiqué de presse, genre Niclo, ça va être les moments les plus what the fuck les gars. Il y a JR, moi ça m'a j'ai hurlé de rire, genre le mec il est tellement cool. C'est JR qui revient, mais t'es là, mais gros, mais t'es au courant que t'es en train de tuer. Attention, on va sortir la qu'est-ce qui se passe? Mais après moi je dis ça, et quelque part No Way Home c'était pas forcément un film très esthétique et bien filmé. Et il a quand même fait beaucoup de fric, donc peut-être qu'en fait les fans de Spider-Man ils s'en foutent de ce qui est beau. Non mais c'est vrai, si tu regardes bien l'historique, il y a plein de séries moches sur Spider-Man. Tu vois, genre, là, ça, le volume de Straczynski par exemple, il était dégueulasse. Bah du coup parce que le volume là avec Zeb Wells, dégueulasse, ça fait déjà 2. Qu'ont-ils en commun? Non mais t'es vil un petit peu quand même. Non, il y a des belles choses, quand même. Attends, mais Romita Junior, mais franchement pour moi c'est même pas un sujet à débat en fait. C'est le mec dessine pas bien, c'est tout. Et c'est pas grave. C'est dur. Mais gros, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux, là, le blanc des yeux. Non, mais faut que Est-ce que tu trouves ça beau? Je sais très bien. Les yeux, là. Est-ce que tu trouves ça beau? Dis-le-moi. Je répondrai qu'après. Alors, déjà, je répondrai qu'en présence de mon avocat. Superman, rappelle-toi son Superman. Non, avec Geoff Jones, quand il est le méchant qui avait les cheveux longs et blonds en arrière. Ulysse. C'était horrible. Avec les mitaines de Superman, c'était dégueu. C'était trop moche. Pardon, je suis désolé si vous êtes fan de Zombie. Non, mais c'est parce que il y a un truc avec le style et il y a aussi un truc avec la mise en scène, le découpage et tout ça. C'est quand même deux choses qui... Il n'y a pas de découpage. C'est un quadrille en 6 ou en 9, quoi. Il y a pas d'idée. Non, je t'avoue que par contre, quand il fait ses pas, genre là, c'est planches en 6K, c'est relou, quoi. C'est pas très, c'est pas très intéressant. C'est comme ça. Enfin, il n'a pas de grandes idées de découpage. Non, mais je disais que dans le style, mais après, moi je connais quelqu'un qui est expert de son travail et qui, je pense, pourrait te tenir tête. Et certainement. Il faut que j'organise ce podcast en fait, parce que je pense que ça peut être très intéressant. Moi, je connais des gens qui sont fans de Jean-Marie Bigard. Hein. Non, mais c'est pas là. Non, je les respecte à mort, c'est des potes. C'est même des sauces, ok? Mais c'est pas là. Ça n'a rien à voir. Ils pourront m'expliquer que c'est bien timé la blague de cul au bon moment, etc. Je suis désolé, ça reste une blague de cul, quoi. Mais c'est gras et c'est pas beau. T'es pas content, ça. En somme, t'es pas content. Non, mais ça, par contre, voilà, je force un peu le trait. J'exagère un peu, Ce que t'as dit, c'est que t'étais pas content de ce relaunch. Non, mais en fait, c'est plus que... Je te dis, je comprends pas pourquoi ce type-là, précisément, a acquis un statut de rockstar alors qu'il dessine quand même beaucoup moins bien qu'à l'époque où il faisait Daredevil et tout. Parce que oui, il y a une époque, c'était top. Romita Junior, il n'y a pas de souci. C'est un grand élève de Miller et tout. D'ailleurs, Miller aussi, ça s'est dégradé dans le temps. Et on assume de le dire, tu vois. On assume de dire le Miller moderne, c'est pas beau. Donc, voilà, si les gens sont contents, si Marvel fait du beurre avec ça, c'est très bien pour eux. Par contre, je pense sincèrement alors, du beurre avec du papier, ça va être compliqué. Zeb Wells à l'écriture, c'est pas un grand relaunch. C'est pas le truc qui va vraiment. Non, mais c'est pour ça, c'est parce que l'artiste est quand même fat. Mais le scénariste, bon, après, c'est pas forcément. Il a déjà travaillé sur pas mal de titres Spider-Man de toute façon. Donc, et puis, il était aux commandes là enfin, il faisait partie du quatuor de scénaristes pour la période Beyond. Donc, il a pas grand chose forcément à prouver. Mais effectivement, tu t'attendais peut-être à un nom un peu plus ronflant que Zeb Wells, qui, avec tout le respect que je lui dois, n'est pas Brian Bendis, un même Sailor, tu vois. Mais oui, non, mais carrément. Et puis au-delà de ça, enfin, je te dis, moi, la période Beyond, comme tu dis, je trouve ça vraiment stupide d'appeler ça la période Beyond. Il n'y a pas eu un changement de titre sur la série, c'est juste des numéros normaux. Ils ont appelé ça Beyond, parce qu'il n'y avait plus Peter Parker. Ils ont fait des numéros Bay quand même. Il y a eu combien de numéros dans cette période-là en l'espace de 6 mois? Bah, tu fais x5, donc 30. Voilà, et là, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est genre, déjà, de faire claquer Peter Parker à la fin du run de Nick Spencer, qui était déjà pas foufou. Alors, c'est pas à la fin, déjà... après. Oui, pardon. Et qui était déjà très très long pour ce qu'il avait à dire. C'était déjà assez chargé avec toutes les mini-séries parallèles. Et puis, il claque pas, mais je propose qu'on n'en dise pas plus non plus par rapport à ceux qui suivent en VF. Voilà, Peter Parker n'est plus dans le costume pendant la période Beyond. 30 numéros en 6 mois. Et là, tu reviens et ton grand relaunch, c'est John Romita Jr. et Zeb Wells. Donc déjà, c'est d'une part du réchauffé parce que, encore une fois, c'est l'économie de la nostalgie. On te ramène ce que tu as aimé quand tu avais 15 ans, comme on fait avec Michelini, comme on fait avec Claremont, comme on fait avec tous ces grands mecs du passé qui reviennent.
Et Zeb Wells, c'est un bon scénariste, c'est un bon exécutant, mais je suis désolé, c'est pas Lee Wing, c'est pas Donny Cates, c'est pas Jason Aaron, c'est pas un grand scénariste, c'est un bon scénariste, c'est un bon exécutant. Il a fait du très bon Spider-Man en plus, hein, j'ai pas de honte à le dire. Mais ça, Nick Spencer, c'était pareil à l'époque. C'était pas Tony Truant, Nick Spencer, tu vois. Ouais, il avait quand même fait beaucoup parler de lui avec Secret Empire et tout ça. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on va pas chercher l'équivalent d'un Hickman, on va dire, pour faire une vraie relance de l'univers arachnéen ou un truc un peu ambitieux, quoi? Parce que même là, tu vois, les premières pages, ça ressemble vraiment à du Brand New Day, en fait. Tu vois, ça ressemble vraiment à genre, on va refaire de l'aventure classique, un vilain, 6 numéros, un vilain, 6 numéros et tout. Moi, je trouve que Spider-Man, il stagne vraiment avec furie d'énergie depuis la fin du run de Dan Slott, qui, quoi qu'on en pense, avait essayé de le pousser plus loin. Et parce que Nick Lowe comprend très bien l'intérêt qu'on a à le faire stagner. Ouais. Voilà. Très bien. Dematteis aussi qui revient sur le clone là bientôt. Oui. Voilà, Sur Ben Reilly, encore une fois, économie de la nostalgie, tu vois. On crée plus des grands scénaristes aujourd'hui, on va chercher ceux d'hier. Parce que c'est plus facile et que ça ramène de l'argent. Elle est toujours sur ce plan quand même, justement parce que t'as la série X-Men 92 qui était annoncée là. Ah bah voilà, tiens. Donc toujours dans cette vague de titres rétro-nostalgiques dont on vous parle depuis pas mal de mois, puisque ça fait pas mal de mois que Marvel a bien compris qu'il y avait en fait un filon à exploiter en allant chercher en allant en fait situer des mini-séries dans le passé pour aller réaborder des périodes que les lecteurs de 40-50 ans en fait affectionnent particulièrement parce que ça leur rappelle peut-être ces après-midi à rentrer chez soi après l'école et à lire des comics pendant que maman faisait chauffer un chocolat chaud et préparait des madeleines, ce genre de choses-là. Et c'était à l'époque aussi béni où les comics n'étaient pas politiques et du coup ça leur rappelle quand même cette bonne vieille époque. Surtout pas le X-Men de Claremont, c'était vraiment pas politique. Ça a jamais été politique, les X-Men de Claremont. Mais je trouve ça un peu beauf, tu vois, ça manque d'idées. Franchement, Claremont, non. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'il y avait déjà eu une série X-Men 92, publiée en 2016, avec Chris Sims et Chad Bowers au scénario, et Alti Firmansia au dessin. Donc c'est déjà une tentative dans la tentative de relancer la période culte des X-Men. Sauf que là, il y a quand même un truc un peu rigolo, ça s'appelle donc X-Men 92 House of XC2, qui veut dire 92 aussi, donc théoriquement, ça fait X-Men 92 House of 92, ce qui est un peu redondant, je trouve. Et donc, c'est écrit par Steve Fox, et c'est dessiné par Salva Espin. Et en fait, ça reprend les X-Men de l'époque, justement, du run de Claremont et Jim Lee. Sauf qu'ils veulent faire le concept de House of X, en fait. Donc, avec l'île nation de Krakoa. Ah, donc du coup, c'est une repompe nostalgique croisée avec un remake. Ouais, c'est ça. C'est génial. C'est génial. Après, du coup, j'imagine que la différence, c'est que voilà, ils vont reprendre les mentalités des personnages de cette époque-là. Ouais. Parce que sinon, j'espère qu'il y a un truc comme ça, parce que sinon, c'est juste pour faire, on va faire House of X, mais avec des designs différents. Niquez-vous, en fait, ça n'a pas grand intérêt. Et donc voilà. On peut peut-être se dire que ça n'a pas grand intérêt. Je ne sais pas. Moi, il y a que Dieu qui peut juger, j'ai envie de dire. Donc, à part faire du bif, tu vois. Mais je suis même pas sûr que ce genre de truc fasse tellement. Ils l'ont déjà ramené, ils refont une suite au cartoon de l'époque. Donc avec ces personnages-là de l'époque, avec leur design de l'époque, sur Disney+. On a déjà donc effectivement une suite, un remake de House of X, bon. En même temps, est-ce que c'est pas mieux de le canaliser là que de faire un vrai remake de House of X comme ils ont fait Civil War 2, je ne sais pas. Mais ouais, je suis complètement froid à l'idée de cette annonce. À mon avis, juste créer des trucs modernes qui soient bien, qui soient cultes et dont on pourra se souvenir dans 20 ans au lieu de encore une fois. Comme une nouvelle série Predator. Ah, et transition. Bah oui. Je l'ai pas vu venir, tu m'as bien eu. Oui. Tu veux que j'explique, c'est ça ? Vite fait. Ouais, alors Disney était en procès, enfin plutôt aussi en menace de procès avec les frères Jim et John Thomas, scénaristes du premier Predator, responsable du premier script de Hunter, le film qui donnera le Predator de McTiernan, le Predator donc original, parce que la loi sur le copyright aux États-Unis, la loi de 76, prévoit que au bout d'une période de carence de 35 ans, les créateurs peuvent faire valoir leurs droits et considérer que les contrats de l'époque étaient obsolètes, même quand ils ont vendu un produit à un studio, ils peuvent le récupérer. Donc les scénaristes en question avaient déposé une demande auprès de la Fox il y a 5 ans, donc dans la fenêtre temporelle qu'il fallait. La Fox n'a pas jugé utile de prévenir Disney au moment où ils ont racheté leur catalogue. Et on arrivait l'année dernière au moment où Disney devait leur céder le Predator. Bon, évidemment, c'est pas une surprise parce que ce qui s'est passé, c'est que évidemment Disney a dû aligner un chèque pour finalement leur racheter les droits du Predator sans aller au procès.
comme ça s'est déjà fait par le passé, et comme ça se fera sûrement pour les auteurs de comics qui, là, actuellement, utilisent le même texte de loi pour essayer de faire valoir leurs droits. Même si les frères Thomas avaient récupéré le Predator, ils l'auraient sûrement vendu à un autre studio, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Disney leur a juste fait un chèque qui leur permettra de rester riches pour le restant de leur vie, et eux, de leur côté, de faire le film avec Dan Trachtenberg ou les comics de... alors, c'était Ed Brisson et Kev Walker, je crois. Donc voilà, comme d'habitude, de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir une politique de droit d'auteur tant que tu as un chéquier. Ouais, c'est ça. Et en définitive... C'est très américain, pareil, j'imagine, cette façon de fonctionner quand même. Bah oui, après c'est pareil pour beaucoup de trucs en France. Tu vois, par exemple, en France, on sait que le monde de la musique, généralement, c'est les studios qui possèdent les masters. Dans le cinéma, c'est un peu différent parce que il y a le droit d'auteur, on considère que le réal reste quand même l'auteur du projet. En comics, comme tu le sais toi-même très bien, il y a le droit d'auteur sur les intéressements qui est obligatoire, sur les ventes ultérieures. Mais par rapport à la création de personnages, je sais pas trop, on n'a pas vraiment beaucoup de franchises dans notre pays. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que si ça devait faire tache d'huile et que tous les créateurs qui ont un jour fait des produits dans les années 80 pour la Fox ou pour les nombreux studios que Disney a rachetés, peut-être que, je sais pas, George Lucas, non mais non, ça compte pas parce qu'il leur a vendu officiellement le truc. Mais voilà, ils sont juste à taper à la porte de Disney, dire procès, Disney leur fera un chèque. De toute façon, ils sont riches à en crever, donc ils s'en foutent. Et les créateurs eux-mêmes, ça leur fera une retraite, entre guillemets, donc c'est déjà pas mal. Moi, j'aimerais bien que tous les mecs qui ont fait des comics pour Marvel au début viennent faire valoir leurs droits et au moins récupèrent une partie du fruit de leur labeur, quoi. Ouais, après, bon, du coup, la conséquence immédiate, a priori, c'est que très rapidement, maintenant, les projets qui avaient été mis en pause chez Marvel, et d'ailleurs, c'est Rich Johnston de Bleeding Cool qui faisait déjà un papier dessus pour dire, ouais, quand ils ont appris la nouvelle, t'inquiète pas qu'il y a les presses rotatives qui se sont remises en route et tout ça, mais grosso modo, faut s'attendre à ce que les comics Predator qui avaient été annoncés repartent de plus belle parce que il y aura des nouvelles séries, mais il y aura aussi des reprints des anciens comics. Est-ce qu'il y aura Salvador Larroca? J'espère que non. En plus, il y aura pas de Tu vois, je trouve oui. Non, je vais dire qu'en fait, on a déjà eu même des remarques de personnes qui nous reprochaient d'avoir dit du mal du travail de Salvador Larroca. Donc en fait, j'imagine qu'il y a vraiment des gens qui sont fans même des artistes les plus pas On nous a reproché de dire du mal d'un artiste. Du travail d'un artiste. Frérot, vous savez du travail d'un chacun artiste. ses goûts. Moi, je vais pas aller voir tous les mecs qui sont fans de Romita Junior sur Twitter pour leur dire t'as tort, tu vois. Non, parce que déjà il fait Spider-Man et pas tort. Donc, exactement. Tu vois, donc du coup, je peux pas le faire ça. Non. Voilà. Non, mais voilà, pour finir avec ce débat-là, effectivement, ça prouve juste que les studios sont pas en danger par rapport à cette provision dans le droit d'auteur américain et que, en fait, ça va pas changer grand-chose. Au pire, ils auront une petite hémorragie de capitaux. Mais c'est comme quand Scarlett Johansson, tu sais, on croyait vraiment que son procès avec Disney allait peut-être faire changer les choses, qu'ils allaient s'apercevoir qu'il faut bien compenser les créateurs et tout. En définitive, elle a reçu son chèque et après, elle a dit « Ouais, je vais encore travailler avec eux, on est super potes, etc. » Ouais. Donc, bon. Voilà. L'argent. En même temps, tu peux pas leur en vouloir. Non, clairement pas. C'est comme quand, tu te rappelles, non, tu m'as fait un chèque de 40 millions? Ouais, j'avais jamais. Mais non, c'est pas encore arrivé, ça. Non. Mais j'attends que ça arrive. J'attends ce jour avec impatience. Bon, on passe à la suite, toujours du côté des comics avec DC. Grosse nouvelle, Geoff Johns revient aux affaires avec Flashpoint Beyond. Oui. Ça a l'air bien, avec Eduardo Risso quand même. On est content, non? Pour un numéro. Oui. Le reste, c'est Xermanico. Donc, c'est pas mal, Germanico aussi. Ouais, Risso, il revient parce que c'est donc une histoire centrée sur Thomas Wayne et qu'il est officiellement le co-créateur du Night of Vengeance. Encore que non, parce que je crois que le Batman de Terre Flashpoint apparaît dans la série Flashpoint avant d'avoir eu droit à son spin-off. Je n'ai plus la temporalité exacte de ces numéros en tête, très cher Corentin. Bref, c'est cool de l'avoir parce qu'effectivement, Night of Vengeance, qui est donc consacré à cette réalité où c'est pas le père Wayne qui se fait tuer, mais le fils. Et donc le père devient Batman pour la même raison que le fils, mais un peu plus tard et plus âgé. Et un peu plus vénère, ouais. La maman devient... Je ne rien spoiler. Tu ne dis rien. Pourquoi est-ce que je spoilerais les choses comme ça aux gens? Pourquoi je ferais ça? Surtout que c'est sorti, après c'est sorti il y a quelques mois maintenant, mais donc c'est disponible chez Urban Comics dans un titre qui s'appelle Les Mondes de Flashpoint. Donc le premier tome est consacré à Batman. D'ailleurs, ça mériterait un bon petit... je sais plus comment s'appelle leur truc, un peu de luxe là chez Urban, en solo, parce que c'est vraiment une des meilleures histoires de Hadza sur Batman, et le niveau est haut. Donc c'est cool, c'est super bien de retrouver Risso, effectivement. Thomas Wayne, qui est un fan favorite aussi, qui était apparu dans The Button, et on pensait que sa réalité était détruite après qu'il ait croisé son fils. Oui. Apparemment, ce n'est pas le cas. Donc lui, il se réveille, il se dit, mais c'est bizarre, parce que le monde devrait être détruit, c'est chelou.
Et il va se mettre à la poursuite du fameux vilain qu'on a aperçu dans Infinite Frontier, dans une forme d'enquête criminelle, un polar, voilà, où le détective chasse celui qui serait l'actuel meneur de jeu de l'univers DC. Bon, après, nous, on avait dit que c'était Darkseid, mais c'est plus compliqué que ça. Donc, grosso modo, ce qui se passe, c'est pour le moment que simplement Geoff Johns revient. Ce qui est déjà une nouvelle qu'on peut prendre avec optimisme ou pessimisme, parce que déjà, ce qu'il a fait récemment chez DC, c'est pas forcément extraordinaire. Doomsday Clock, c'était pas dingo, je suis désolé de le dire, ça n'a pas marqué l'histoire et ce n'est pas la vraie suite de Watchmen. Three Jokers, bon, ça c'est diversement apprécié. Vous avez notre avis dans un Back Issues. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre chez DC récemment? Le Superman, si, de Death Metal, qui était pas mal. Avec le Prime, Super Prime. Tu m'écoutes, tu m'aides pas du tout. Hein, oui. Mais voilà, qui était pas mal. Mais effectivement, Geoff Johns qui a du coup quitté DC Comics pour essayer de devenir monsieur DC Films. Ça lui a pété entre les doigts, du coup il est revenu à l'indé, il fait Mad Ghost en ce moment avec des projets bien à lui, etc. Il continue de consulter Mad Ghost. Il continue de consulter d'être consultant pour Warner, je crois. Mais voilà, il avait pris ses distances vraiment avec DC. Il revient pour faire la suite de l'événement qui a mis le coup de pied au cul des New 52. Par contre, ça va rester très anecdotique. Bah, c'est le nom de Flashpoint n'était pas du tout indicateur qu'il y aurait quoi que ce soit de projet de vouloir faire des relaunchs ou des reboots derrière, tu vois. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas où on en est. Non, mais ils vont pas relauncher maintenant. C'est trop récent, Infinite Frontier, et puis les séries, elles ronronnent pour la plupart. C'est juste. Là, c'est moins un côté nostalgie consumériste parce que déjà Flashpoint n'est pas un événement extraordinaire en soi. S'il est utile, ouais. Bah, c'est pas non plus dingo, Flashpoint. C'est pas le meilleur événement. C'est vachement cool, Flashpoint. Par rapport à Brightest Day. C'est vachement mieux Brightest Day. Ouh, là, je pense qu'il y a des gens qui sont courroucés en t'écoutant. Moi, j'ai rattrapé. Et d'ailleurs, dans ce podcast, tu as dû agacer beaucoup de gens. C'est possible, mais j'ai l'habitude. Et puis voilà. Il y a Pandora, là, sur cette planche. T'as les flashbacks de l'époque. Moi, j'avais rattrapé les 3 événements pour être un peu à jour dans la continuité des séries. Non, mais dans une des planches que t'as mis sur l'article, il y a Pandora. Hein. Brightest Night, Brightest Day, Flashpoint. Et Flashpoint, c'était sympathique, c'était pas non plus. C'était plus l'utilité vers les New 52 qui était cool. Et donc, il y a Pandora, Arnaud. Bah oui. Qui est Pandora? Explique aux gens. Mais Pandora, c'était la grosse douille, une des plus grosses douilles de Geoff Johns là-dessus. C'était l'idée, en fait, que voilà, c'était le personnage qui était apparu à Barry Allen, justement, à la fin de Flashpoint, où, bah voilà, dans une forme de scène de course, bah, il y avait la fusion des univers de DC Comics, Vertigo et Wildstorm. Et en fait, au moment des relaunchs des New 52, ce personnage-là, énigmatique, dont on ne savait rien, c'était juste Pandora, bah, apparaissait dans une case, dans le fond, en général, sur chacun des numéros 1 qui étaient sortis pendant les New 52. Et ça avait créé forcément beaucoup de buzz en disant « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Est-ce que c'est, voilà, elle est trop importante ?» et tout ça, parce que c'est quand même grâce à elle, enfin, c'est elle qui est responsable de la fusion des univers de l'époque. Et puis, elle avait eu droit à une série Trinity of Sin Pandora par la suite, qui n'apprenait pas grand-chose, sinon qu'en fait, bah, elle avait été maudite justement pour avoir ouvert la boîte de Pandore et libéré les fléaux sur Terre, et qu'elle faisait partie donc de cette trinité avec le fantôme, comment il s'appelle, je veux dire, hein, le Phantom Stranger, merci Corentin, avec le Phantom Stranger et avec The Question qui faisait voilà partie donc de cette Trinity of Sin. Et puis le truc, c'est que la grosse douce, c'est qu'au final, bah, dans le numéro DC Universe Rebirth en 2016, bah, Pandora se faisait juste buté grosso modo par ce qui était censé être Dr Manhattan, ce qui était un peu une mise à mort métaphorique des New 52, puisque bah, voilà, leur Rebirth venait mettre fin au problème notamment de continuité qu'avaient les New 52. Et du coup, c'est trop bizarre de la revoir là, parce que bah, elle est morte, quoi, et puis ça n'a jamais servi à rien, c'était un gimmick nul. On s'est tous fait berner comme des connards parce qu'on avait 20 ans à ce moment-là et qu'on y croyait, et puis voilà. Enfin, moi, j'ai pas spécialement creusé le dossier à l'époque. Hein. Ouais, je vous écoutais en parler, j'étais en mode ouais, Trinity of Sin, ok, super. Mais bon, après, la question et le Phantom Stranger des New 52 m'ont beaucoup agacé. Mais non, après, bah, du coup, il y a Tori et Pandora, t'es content? T'es content du coup? C'est la suite du running gag qui t'a passionné quand t'étais jeune? Non, moi je suis pas content du tout. C'est comme revoir une ex 10 ans après, tu vois, quelque part. Ah, ça dépend desquels. Ok, bah voilà, donc c'est Geoff Johns qui revient, c'est Thomas Wayne qui revient, c'est l'événement de cette année, en tout cas de ce début d'année chez DC. À voir. J'ai du mal à m'emballer vraiment. Non, moi je suis pas emballé du tout. Hein. Parce que Williamson, c'était une bonne surprise. De toute façon, c'est Williamson qui mène le game, c'est plus Geoff Johns. Hein.
Là, en vrai, on lui a dit, tiens, t'aimes bien Flashpoint, là, ton truc d'il y a 10 ans, vas-y, c'est le 10e anniversaire. Donc, bah non, c'était l'année dernière, en plus, le 10e anniversaire, donc c'est même pas bien timé, en fait. Peut-être qu'il revient pour faire ses adieux ou pour un Non, récit un je peu pense pas non plus. crépusculaire. Mais non, mais ça redate vraiment à un projet de seconde zone qu'on aurait filé normalement à Jean-Michel scénariste, tu vois. Tu trouves? Ben ouais, pour moi, c'est pas retentissant. Peut-être que pour les ricains, je sais pas. Bah ouais, écoute. Bon, on verra bien. Ouais, on verra bien. Et autre annonce, grosse annonce, Corentin. Ouais. Ce très cher James Tynion Ford dont on parlait juste avant, qui avait dit je vais sur Substack, c'est bon, moi, le work for hire, je m'en bats les steaks, c'est fini. La thune des abonnés. Parle comme ça à James Tynion Ford? Je sais pas, non, je crois pas. Je l'ai vu à New York, mais je lui avais pas parlé. Il revient chez DC pour faire du Sandman en écrivant un titre d'horreur sur le Corinthien. Bah ouais. Qui est le Corinthien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. T'en es où du coup? Toujours au numéro 1? Ouais, là j'ai pas progressé du tout. Qui est le Corinthien? Est-ce que vous, chez vous, vous savez? Peut-être. Donc le Corinthien, qui est un cauchemar créé par Morphée et qui devient hors de contrôle, commence à tuer des gens. Il est en jean, il est en t-shirt, il a des lunettes de soleil qui abritent des yeux qui sont en fait des bouches avec des crocs acérés. Ah, c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est un vrai personnage de film d'horreur qui te plairait, je pense. Un peu inspiré vaguement par Freddy, on va dire. Ok. Par tout le côté cauchemardesque, un peu redneck, un peu genre les vrais, tu sais, les flingueurs en fait, les vrais tueurs en série des États-Unis. Les flingueurs, pas les tontons flingueurs. Parce que c'est non, pas les tontons flingueurs, okay. Les neveux flingueurs. Okay. Tu vois, c'est la suite, The Sequel. Donc, merci Arnaud pour cette interruption. Mais de rien. Tu sais que c'est un peu ma spécialité. Ouais, je sais. Et on a du mal à s'habituer quand même. Hein. Mais donc il revient parce que Chris Conroy lui a appelé Tynion et lui a dit écoute, Netflix va faire une série Sandman, ce serait bien qu'on ait du produit Sandman. Tu es considéré comme un des grands auteurs de l'horreur moderne. Donc est-ce que tu voudrais faire une série sur le Corinthien? Tynion qui répond ouais, parce que j'aime bien Neil Gaiman et un peu l'argent aussi. Donc il y retourne, comme en 40, la fleur au fusil. Pourquoi pas? À noter quand même que, alors j'ai pas la durée des numéros, je crois que ça n'a pas encore été annoncé, mais que pour chaque numéro, il y aura une séquence de cauchemar qui sera illustrée par un artiste différent. Ce qui peut être l'occasion de s'amuser, parce que l'onirisme noir en BD peut donner de très belles choses. C'est Paquette qui fait celle du premier. Au dessin, c'est une personne que je connais très mal. D'ailleurs, j'ai même pas retenu son nom. C'est Aester, quelque chose, qui avait déjà fait un titre sur les rednecks, qui s'appelait Redneck, d'ailleurs, parce qu'a priori, la BD est très américaine. Hein. Sur la cover, tu vois qu'il a un masque aux couleurs du drapeau américain. Ouais. On te parle vraiment de la fascination pour les tueurs des États-Unis. Lisandro Esteren. Voilà, et t'as de nouveaux personnages, Ecstasy et Agony, qui vont suivre le Corinthien et essayer de le tuer. Donc ça peut être une promenade un peu à la tueur né dans l'imaginaire de Sandman, avec des bons trucs bien horrifiques, bien vénères. Moi, je suis assez content. J'ai vu que c'était pas forcément un truc qui avait l'air de passionner les gens, parce que les gens, je pense, ont ce côté assez puriste de Sandman qui fait que pour beaucoup, il n'y a qu'un Sandman, hein, techniquement. Voilà, pour beaucoup, mais justement, c'est pas vrai en fait. Pour beaucoup, il y a que la série de Neil Gaiman, et du coup, ils découvrent. J'ai l'impression qu'en fait, il y a eu qu'il y a eu ce genre de spin-off avant, parce que dès le début, Dead Boy Detective, c'était déjà un spin-off. Def, c'était un spin-off. Il y a eu plein de spin-offs de Sandman. Même le Sandman Mystery Theater qui, quelque part, se base... Mais avec toujours un peu Neil Gaiman au pilotage, mais de plus en plus lointain. Tu vois, aujourd'hui, il n'a plus rien à foutre. Tu vois. Là, quand il était revenu pour piloter la série The Dreaming, où il y avait The Dreaming et toutes les séries de l'univers Sandman, il y avait Spurrier, je crois, il y avait Bill Quisevely aussi qui était là. Enfin, c'est une bonne génération. C'est Mike Carey aussi. Mike Carey a écrit beaucoup pour le Sandman. La série Lucifer, c'est lui. C'est la série, même Netflix, Lucifer, entre guillemets, ça se base sur son travail à lui, pas sur celui de Gaiman. C'est le diable de Sandman n'a rien à voir avec le Lucifer de Mike Carey. Donc il y a déjà eu plein de continuations, parfois bonnes, parfois pas bonnes, ça arrive, c'est comme ça. Voir Tynion faire de l'horreur avec Sandman, s'il est vraiment fan et s'il essaie de faire un truc un peu de se mettre à la hauteur du travail de l'époque, moi je suis assez content. Et effectivement, c'est un retour chez DC qui est plus enthousiasmant que Geoff Johns. Enfin, en tout cas, compte tenu de l'actualité récente des deux scénaristes, le comparatif est évident. Ok, très bien. T'es content, toi, Arnaud, toi qui as lu le Corinthien? Bah, moi qui ai adoré le Corinthien, qui le met un peu carrément, clairement au chevet des meilleures séries que j'ai jamais lues, mais sinon on peut arrêter de faire ce running gag. Tu vois qui va jouer le Corinthien dans la série Netflix? Non. C'est Boyd Holbrook, du mec de Narcos, moustachu, l'américain. Le méchant dans Logan. Non, toujours pas. Tu vois pas qui joue le méchant dans Logan? Bah, c'est un acteur blond très sympa. Logan, je l'ai vu au cinéma, je l'ai plus revu depuis. De grand talent, et qui jouait déjà un peu le même personnage dans Logan, justement. Okay. C'est un très bon acteur. Tapez Boyd Holbrook sur Google. Eh bien, tant mieux.
Ouais. J'ai envie de te dire. Ouais, Mais c'est un très bon choix de casting. on a terminé la partie comics, Corentin. Bah très bien. Et donc on va faire une toute petite partie sur les adaptations parce qu'il n'y avait pas trop de sujets en ce début d'année, encore un petit peu calme, voilà, c'est tranquillou, c'est les petits front page là qui durent 1h30, c'est plutôt sympathique, hein, on aime bien. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez cette longueur, si vous préférez qu'on s'étale sur 2h30, voilà, ça dépend de vous au final. Quoi, pourquoi tu te marres? C'est horriblement beauf. On t'a dit n'hésitez pas si vous aimez cette longueur. Je fais penser à des trucs dégueulasses. Je suis désolé. Et après c'est moi le gamin. Mais je suis fatigué. Je sors de la semaine Télérama. Là. Enfin, je commence la semaine Télérama. Je suis crevé. Vas-y. Corentin, le spin-off Diabolical de The Boys arrive au mois de mars. Ça arrive tout rapidement au début du mois de mars. Ouais, bah en même temps vu le niveau de l'animation, j'imagine que ça prend pas énormément de temps à faire. Mais ça s'annonce en tout cas avec un petit teaser et ça a l'air, ma foi, toujours trash, gore. Voilà, The Boys, hein, classique The Boys, j'ai envie de dire. Un peu facile, quand même. Un peu facile. Le teasing, il fait un peu, tu sais, les vieilles séries Hanna-Barbera avec les petits bruitages et tout. Bah ouais, mais ça peut être volontairement parodique, justement. Oui, non, mais j'ai bien compris. Ce que je veux dire, c'est le teaser lui-même, il m'a pas. Il t'a pas hypé? Je sais pas, t'as grimpé au rideau, toi ou... Alors, moi, j'ai pas de rideau, donc c'est compliqué. T'as grimpé au radiateur? J'ai grimpé aux moulures au plafond. T'as grimpé au. Y a pas de moulure? Mais si, tu peux pas grimper à ces moulures-là? Mais t'as des ongles de koala ou comment ça se passe? Tu veux pas grimper à ces moulures-là? J'ai des super pouvoirs. Tu t'accroches à ça, n'importe quoi. Bon, est-ce que t'as grimpé? Non. Voilà. Pourquoi? Parce que en même temps ça n'en monte pas beaucoup et surtout que ce qu'on sait pas c'est qu'est-ce que ça va raconter. Et surtout j'ai une question sur le format, la longueur des épisodes. C'est parce que moi j'ai l'impression que là tel que c'est montré, pour moi ce serait des petits épisodes de 5 minutes en fait, donc vraiment des trucs, la rapidité à laquelle ils ont été des trucs en fait. Après ils ont annoncé et ça sort, et l'annonce de la sortie arrive très rapidement, mais ça se trouve ça fait 2 ans qu'ils sont en train de bosser dessus. On a entendu parler, je pense. Je sais pas. Parfois non, hein. Tu sais, parfois il y a des surprises qui arrivent dans la vie. Merci Arnaud. Pourquoi t'enchaînes pas? Pourquoi tu dis un truc genre vague? Ouais, et après tu t'arrêtes, tu me regardes en souriant bêtement. Je sais pas parce que tu sais pas vers quoi j'allais, quoi, mais c'est pas grave. Un truc qui se passe dans la vie. Ok. Ouais, bon. Non, mais voilà, ça a l'air. Quelconque. Le teaser, c'est ça. En plus, il renvoie au côté les bébés qui ont les yeux laser qu'on a vu dans la saison 1. C'est ça, ouais. Bon. C'est rigolo. Moi, c'est plus le laser baby. Le côté Garcenis au scénario d'un des épisodes qui va. C'est vrai. C'est vrai qu'il y avait. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il y avait ça. Il y avait quand même pas mal de scénaristes. Non, alors ça peut pas être un format court de 10 minutes non plus. Rappelle-toi le numéro de métal de Garcenis. C'est juste Batman est un bébé qui n'arrive pas à se relever et qui chiale. Oui, mais c'était 3 pages, c'est pour ça. Là, il peut faire du court. Ouais, c'est vrai. Non, mais je dis pas que je veux. Hein, mais je parle plus par rapport aux 2 autres, quoi. Aux 8 autres scénaristes, en fait, qui sont également présents. Tu vois, ils peuvent pas se permettre de faire un truc de 5 minutes à chaque fois. Ce sera anthologique, déjà. De toute façon, ouais, je pense que ce sera anthologique, ce sera pas les mêmes personnages à chaque fois, ça j'en suis relativement convaincu. J'irais même persuadé, tiens. Après, ouais, personnellement, voilà, même juste l'esthétique, j'aurais bien aimé qu'on retrouve un peu plus le trait d'Eric Robertson, ou qu'on fasse vraiment un truc plus qui profite d'avoir de l'animation pour rentrer dans le super-héros un peu plus classique, un peu plus formel, à l'Invincible en fait. Que là, quelque part, oui, ça fait très petit projet parallèle pour rigoler, mais qui n'a pas l'ambition de la série principale. Très bien. On passe vraiment au gros trailer de cette émission, celui de la nouvelle série Moon Knight de Disney+, donc qui arrive aussi en mars, du coup le 30 mars sur Disney+, et donc avec Oscar Isaac dans le rôle titre. Voilà, qui c'est... Voilà, donc un trailer qui nous présente donc Mark Spector, mais sauf que dans la série, pour l'instant, a priori, il reprend plutôt l'alias de Steven Grant. Et de ce qu'on comprend, il sait pas que sa vraie identité, c'est Mark Spector. Donc, puisqu'il faudra se rappeler que Mark souffre d'un trouble de dissociation de l'identité. Peut-être c'est Mephisto, on sait pas. Peut-être que c'est Mephisto, effectivement, et que après avoir été laissé pour mort en Égypte, en fait, il rencontre le dieu Khonshu qui lui sauve la vie, mais en échange, il doit être la main vengeresque, sa main vengeresque, voilà. Et donc après, il opère dans les rues de New York pour protéger les voyageurs nocturnes. Voilà. Écoute, c'est toujours compliqué en fait d'essayer d'être de ne pas tomber en fait dans la caricature du fan odieux qui dit ouais mais c'est pas comme dans les comics, parce qu'en plus c'est quelque part plus proche des comics que ce que je pensais au départ. Ça tu vois clairement qu'ils ont lu
le run de Jeff Lemire. Ouais. C'est d'ailleurs probablement l'une des références principales, si pas la seule référence qu'on voit pour le moment. Il n'y a pas le côté mise en abîme du cinéma qu'on pouvait espérer du personnage de Grant, parce que Mark Spector, l'un de ses alias, est un producteur de cinéma. Bah après, tu sais pas, tu ne la vois pas dans le trailer, mais attends, il y a... Quoi ? Bah, il y aura peut-être quelque chose à faire dessus après. Non, ils le feront pas. Par quoi ? Parce qu'ils ont décidé que Steven Jones était un conservateur de musée. Ils ont pas fait de second degré pour faire ça, parce que justement, dans la série de Jeff Lemire, je crois, il produit en fait, lui, le film, ou chez Bendis, je sais plus, il produit en fait, lui, le film Moon Knight de Marvel Studios, tu vois. Et c'est en fait, c'est le Kevin Feige local, grosso modo. Ils feront pas ça. Pareil, bah, je pense pas que la séquence de James Tocco, façon Vision d'Escaflowne, ou Evangelion avec les pilotes lunaires qui se tapent avec des espèces de loups-garous, ça, on n'ira pas droit non plus. Donc voilà. Khonshu, alors je crois que t'étais pas content de Khonshu, toi ? Bah, il est moche. C'est tout ? Bah oui, enfin, en CG, moche, quoi. Ouais. Je sais pas, moi, il me dérange pas. Bah, il m'a pas dérangé, mais j'ai trouvé moche, c'est tout, tu vois. Ça me dérange pas que les choses soient moches, en fait. Sinon, ce serait compliqué, tu vois, mais t'imagines, il y a tellement de trucs laids chez Marvel Studios, quand même, aussi, parfois, donc... Non, en général, tu râles là-dessus. Ouais, mais après, peut-être... En fait, ce qui m'énerve, c'est que, ouais, enfin, moi, j'ai trouvé vraiment quelconque, cette bande-annonce. Moi, je bloque complètement un peu sur l'utilisation éclatée de Day and Night de Kid Cudi, qui est déjà pas une super chanson, franchement. Clairement, moi, elle m'a saoulé. Ah non, franchement, elle est vraiment pas ouf. Frère ? Non. Mais enfin, c'est un classique. Le truc Day and Night, c'est un banger. Non, bah du coup le remix, déjà quand on fait des remixes de chansons pop sur des trailers, ça me gonfle. Et en plus là vraiment ils font le truc. Bon, c'est un héros qui agit la nuit, Night. Ah ouais, une chanson là s'appelle Day and Night, on pourrait l'utiliser. Ouais, en plus à un moment ça dit hold the phone. Ouais. Ah ouais, le téléphone. Et ben on va mettre un plan où il tient un téléphone. Putain mais. Et dans le refrain il dit le rêveur solitaire il libère son esprit la nuit, ça veut dire qu'il se transformera la nuit comme Zoro. Eh ouais mon gars, allégorie, on est puissant. Après le costume est dégueu aussi. Bah le costume en fait non, le costume c'est une projection de son esprit, il aura jamais vraiment de costume, il va pas se créer un costume. Comme il est fou, il se voit lui en costume, c'est ça l'idée. Bah je sais pas. Bah soit Khonshu est réel et lui fait apparaître un costume. Bah moi j'ai plus l'impression que c'est juste qu'il a un pouvoir qui lui fait apparaître son costume en fait. Moi je pense que c'est pas. Ah par contre non, enfin c'est pas du tout une projection mentale. Hein. Les autres ils vont le voir en costume. Hein. Ben non. Bah si. Ben non. Ah, tu vas parler un kebab ? Ouais. Eh ben on va parler le kebab. C'est un vrai costume. Allez, voilà, boum. Moi, et c'est juste que par contre, toute la série, il y aura le jeu à la David Lynch. Mais non, mais ça reste un super-héros Marvel, mon frère. Enfin. Ouais, mais c'est pas faux. Je pense que j'ai gagné un kebab là ce soir. Ouais. Clairement. En même temps, je vais en gagner 2 bientôt. Mais par contre, vraiment, le truc, c'est que, c'est dommage de vouloir faire un costume en CGI, quoi. Bah, surtout qu'en il y avait quelque chose de pratique à faire là-dedans. Je pense qu'ils se sont dit que c'était le prix à payer pour avoir les yeux blancs. Mais même le masque peux faire blanc, les yeux blancs sans un costume en CGI. Tu vois ce qui est intéressant. Non, mais c'est stupide. Les CGI, ils sont capables de modéliser des bars nuls alors qu'ils pourraient juste mettre leur caméra dans un bar et genre pour faire un costume et lui rajouter des yeux blancs, ça serait pas possible à faire. Bah attends, ils ont fait une vidéo de making of de Hawkeye il y a une semaine sur le chien. Le chien est réel et par contre son œil crevé. Son œil crevé, il est faux. Et en fait, vu qu'ils sont pour pas trop faire chier les animaux sur le tournage. Ils n'ont pas vraiment crevé l'œil au chien. Non, mais ils ont même pas utilisé ils ont même pas mis de feutre ou un petit cache dessus pour avoir les repères. Ils ont réussi en fait à modifier directement à même l'image sans besoin de pointeur pour l'indiquer où est-ce qu'ils devaient retoucher. Et alors bah dans ce cas, ils peuvent faire la même chose sur le costume de Moon Knight. Ils prennent un truc plastique, enfin un truc en tissu, ils mettent des trucs pour avoir des repères sur les yeux et après ils les modifient par CGI. C'est peut-être le cas. Bah là, visiblement, non, c'est pas ce qu'ils font. Peut-être que c'est juste moche. Peut-être qu'ils mettent une surcouche de CGI sur le costume mais qui rend ce côté synthétique. Moi j'ai l'impression que du coup, c'est un costume en fou. Mais surtout, le problème, c'est que Moon Knight, il est blanc, son costume, il est pas gris. Alors je comprends, oui, la lune, c'est gris, effectivement. Mais le côté batmanien qu'il a, c'est justement que dans sa présence, il brille dans la nuit, entre guillemets. C'est la lune, il brille dans la nuit. Sur lui, le dessin, tu peux faire ça. Que tu colorises pas son costume, c'est juste du blanc. Et c'est le cas généralement sur les dessinateurs. Ouais, mais tu peux pas le faire. Tu peux pas retranscrire du blanc parfait en. Mais pourquoi pas ? C'est une série Marvel. Ils ont de la thune.
comme jamais. Ah, mais du coup, tu vois, on va s'énerver chacun de notre tour parce qu'au Le final. Kingpin dans la série Daredevil, son costume il est blanc et il est blanc. C'est tout, point. Effectivement, putain, je m'énerve. Tu vois? Mais qu'est-ce qui m'arrive, moi, aujourd'hui? Pourquoi on est. J'avoue qu'on est. Moi, j'ai vu passer 200 personnes dans mon cinéma aujourd'hui, je suis crevé. Non, mais par contre, j'ai un vrai problème. Enfin, moi, j'ai une vraie interrogation sur, je sais pas, enfin, sur mes attentes ou sur ma façon de voir certains projets parce que j'ai l'impression d'avoir été le seul, juste. Genre, moi, j'avais plein de gens disant, ouais, je suis trop hypé et tout ça. Mais parce que les gens ont plus vraiment d'attente aujourd'hui. Bah, je sais pas, si, c'est nous qui sommes devenus vraiment trop relous. Ce que tu veux. Non, mais moi, attends, je dis pas que je déteste, hein. Si tu prends le comparatif entre la série Hawkeye et son rapport avec les comics de Fraction et Hara dont elle s'inspire très clairement, c'est très insultant si t'es fan des comics de Fraction et Hara. Là, de ce qu'on voit du trailer de Moon Knight, proportionnellement à ce que ça aurait pu être, alors oui, ça fait très film d'horreur Blumhouse, petit budget, l'utilisation de la dubstep, moi ça m'agace, mais prodigieusement. Le morceau des Net est très mal choisi. Ça me fait penser un peu à l'abondance de Fast 9 où t'as le morceau pareil de Kanye West et Kid Cudi, je crois, ou de Kid See Ghost. Ouais, ou la lettre à Elise dans Morbius. En fait, arrêtez d'utiliser des morceaux classiques ou de pop. Surtout, c'est qu'on n'aura jamais, en fait, David Lynch ou ennemi de Denis Villeneuve avec Moon Knight. Et moi, je suis pas en paix avec ça. Non, ça m'énerve vraiment. Parce que je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, même sans prendre des risques colossaux. La bande-annonce du film The Batman de Matt Reeves fait plus Moon Knight par Warren Ellis ou par Lemire que cette bande-annonce. Après, voilà, Oscar Isaac, il a l'air d'être dedans. Je te confirme, il est dans la série. Ordinaire. Hors micro et en micro. Tu vois son jeu, tu vois sa tête. Il a l'air de s'impliquer dans le rôle. De jouer un côté un peu fragile, un peu faillible psychologiquement. Et voilà, qu'est-ce que tu veux espérer quand t'as une BD de Jeff Lemire et Greg Smallwood qui passe entre les mains de Kevin Feige, quoi. Il fera les efforts qu'il faut pour que ce soit minimum, quoi. Correctement fait. Mais c'est comme WandaVision, il y a des efforts de fait. Alors la fin était pas bien, mais tu vois, il y avait ce côté pareil, un peu j'espère que ça ressemblera plus à Wanda ou à Loki qu'à Hawkeye. J'espère aussi. Certain, après, j'ai peur que ce soit un peu fauché. Franchement, ça a pas l'air de dégueuler de budget. Les décors sont pas très beaux. Après, peut-être que c'est le trailer sur internet, tu vois. Non, mais je pense qu'ils savent pas tourner en extérieur, en fait. C'est qu'ils sont tellement habitués à tout tourner en studio que quand ils sont. Regarde, Hawkeye, c'est vide, les décors sont pas ouf. Même les scènes de baston sont pas très inspirées. Hawkeye, le musical était sympa. Oui, mais c'est pas en extérieur, du coup. Ouais. Voilà. Et là, quelque part, tu vois, c'est en Angleterre, donc c'est à Londres, apparemment, je crois. Enfin, en Angleterre. Franchement, le vilain, là. Par contre, le look de Ethan Hawke, là. On dirait Kevin Bacon, quoi. C'est quoi ce délire? On dirait un vilain de série B. Mais surtout qu'il est en pyjama, quoi. Ouais, c'est fait en arrière en mode gourou. C'est quoi, ça? On a Bushman. C'est un bon petit mercenaire. Ouais, mais du coup, ils ont pas choisi Bushman. Ils ont choisi justement un personnage qui, dans les comics, en fait, c'est un docteur nazi, grosso modo. Ouais. Un docteur qui faisait des expérimentations très portées sur les nazis, quoi, grosso modo. Et voilà. Mais c'est un truc qui est apparu dans le numéro 2 de la première série et il a jamais été réutilisé ensuite, je crois. Donc, en fait, le vrai vilain, ça sera Khonshu, je pense. Un twist de fin de saison en mode je te manipule, tu vois, un truc comme ça, non? Ouais, bah tu le vois à un moment qu'il est en train de taper Anubis, donc clairement il va se taper des avatars égyptiens. Surtout, franchement, s'il y a un mec qui est élégant en costume cravate, c'est bien Oscar Isaac. Et là, après, dans le piège de pas montrer Mr. Knight. Bah ça on sait pas non plus, mec. T'as 2 minutes de trailer, tu peux pas non plus te dire qu'il y aura qu'il y a plein de choses qui vont pas être là. Non, bah Corentin, il y a des limites à ta mauvaise foi quand même. Il faut forcément le faire. Tu veux parier un kebab sur le fait qu'il y a Mr. Knight dans la série? Est-ce que tu veux Mr. Knight avec un costume gris éclairé en mode Batman et tout? Non, bien sûr que non. Est-ce que tu veux Mr. Knight qui a cette espèce de masque en CGI? Moi non. Non, voilà, bien sûr. C'est ma réponse. Par contre, je tiens quand même à minimiser cette espèce de constat pessimiste. Je trouve que c'est pas si mal que ça par rapport à ce que j'attends de Marvel Studios en 2022, quoi. Non mais c'est vrai, je suis désolé, ça a l'air mieux que Hawkeye, ça a l'air mieux que Falcon et Winter. Bon, Loki, Wanda, je pense que ce sera toujours le haut du panier pour un moment. Hein. Mais Oscar Isaac, voilà, il est pas trop mal dedans. Il est dedans, tu vois. Ouais, il est dans la série. Il est à l'intérieur de la série. Il est filmé dans la série. Ok. Eh bien, on jugera sur pièce de toute façon, parce que ça arrive le 30 mars. Donc, on arrivera à regarder ça. De toute façon, forcément, vous nous connaissez avec First Print. On vous fera un podcast pour. Et Arnaud dira que c'est nul. En reparler. Non, pas sûr. Moi, pas sûr. Non, ça va. Eh ben, on verra bien. Corentin, dernière actualité pour la partie cinéma. Toute petite, puisque en gros il y a juste une chose à dire, c'est que le tournage du film Batgirl de Bilal Fallah et Adil El Arbi a démarré. Adil El Arbi. Et du coup on a eu des premières photos de Leslie Grace en Batgirl.
Ouais. Donc un costume d'inspiration très Bad Girl of Burnside. Ouais. Mais pas tissu. Pas Plutôt, tissu, ouais. anorak. Plutôt anorak de motard. Cela dit, est-ce qu'elle avait une moto dans le Bad Girl of Elle a Burnside? toujours une moto. Oui, remarquable. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce on trouve ça chouette ou pas de là ces petites vidéos de tournage, les petites photos qu'on a pu voir, puisque le tournage se fait à Glasgow, qui est réutilisé comme Gotham City pour ce film HBO Max, comme elle l'a été dans The Batman, mais a priori c'est pas la même continuité quand même. Je suis en train de me dire, attends, avant de parler de ça, on a oublié de faire un rest in peace à Gaspard Ulliel qui jouera Frenchie dans la série Moon Knight et tout à fait, qui est décédé en ce milieu de semaine, et voilà, pensez à la famille, aux proches et aux fans évidemment. Ça va donc compliqué la tournée de promo pour le coup. Ouais, je pense qu'ils vont mettre un dédicacé, dédié à Gaspard. À sa mémoire, ouais, effectivement. Chaud. Donc ouais, alors qu'est-ce qu'on en pense? Le tournage à ciel ouvert, c'est cool de retrouver ça quand même, parce que on avait un peu perdu. Tu vois, genre Moon Knight, ils l'ont tourné en extérieur, on n'a quasiment pas eu de photos. Je sais pas comment ils se sont démerdés d'ailleurs. Là, ouais, ils ont buté les photographes. Les coups de shuriken lunaire. Donc ouais, là, c'est cool de revoir un petit peu une production qui s'anime, qui vit, qui respire, qui va au contact. Ils sont à Glasgow, comme tu dis, voilà, par rapport à The Batman, c'est ça. Alors, ce qui est curieux, parce que c'est pas le même univers, mais il y aura une sorte de cohérence graphique entre les deux. On sait qu'il y aura Michael Keaton dedans, donc ça se passera a priori après, ça se passera de toute façon après The Flash. Et donc ça confirme que d'une façon ou d'une autre, Michael Keaton va arriver dans la continuité de Snyder. C'est bien celle de Snyder, puisqu'il y a J.K. Simmons dedans, et apparemment, il y a eu une retcon où Lex Luthor n'est pas sorti de l'asile d'Arkham à la fin de Justice League. Ah ouais? Puisque dans les éléments de... Mais t'as pas lu l'article, en fait. Dans les éléments de design qu'on retrouve dessus, il y a un faux journal qui s'appelle le Gotham Tatler, où en fait, on t'explique que Luthor est encore en prison à l'asile d'Arkham. Mais peut-être que ça se passe avant Justice League, alors? C'est bien compliqué quand même, parce que The Flash apparaît dans Justice League, et si Michael Keaton apparaît dans l'univers partagé après... Oh là, ouais, mais tu sais, à la fin de Flashpoint, ils vont retourner dans le temps, et puis là, ils peuvent réapparaître avec une réalité modifiée. C'est ça. Juste après BVS, et en fait, Justice League n'a pas eu lieu. Donc pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça nous apporte, ces éléments? Ça apporte peut-être l'idée qu'en fait, ils vont bien effectivement rebooter et virer une partie des éléments de la oui, mais ça on le savait, oui, mais ça on le savait. Parce que Superman ne sera peut-être pas apparu... Supergirl sera peut-être... non, mais je pense pas. Non, par contre, je pense non, ils vont pas... Ah, non, je pense... Après, oui, mais la réalité sera modifiée, de toute façon. Comment tu mets la poussière Henry Cavill sous le tapis si tu veux pas le réembaucher? Oui, non, c'est sûr, oui, effectivement. Donc il y a ça, il y a un autre élément de design, c'est un autre numéro de ce magazine, ce faux magazine Tatler, là, qui dit que la cour des hiboux existe. Oui, c'est vrai. On voit qu'ils vont se servir dans Gotham Knights, le jeu vidéo. On voit que c'est un truc qui est déjà apparu dans Gotham, la série télé. Ça a toujours été très populaire de toute façon. Voilà, on sait que c'est un truc qui va finir par être adapté au cinéma à un moment donné. Je vois mal Matt Reeves aller là-dedans, vu que lui il veut vraiment rester par rapport au côté polar et les vilains classiques, etc. Il est vachement à l'ancienne là-dessus. Peut-être s'il veut les préempter pour la série télé, pour une de ces séries télé des flics ou des mafieux, mais c'est pareil, je vois mal comment... c'est un autre délire quand même. Voilà. Sinon, effectivement, on voit donc qu'il y a un des gars qui a été engagé qui sera son boyfriend. On voit qu'elle est rousse. Elle est trop mignonne sur le tournage, elle est cool. Enfin, c'est super, super cool. Ça sera à Noël, voilà, donc classique. Et l'équipe de tournage n'arrête pas de faire des références à Terre 2. Tout le temps. Terre 2, pardon. Je raconte. À Year One, pas dire Year One. Donc, comme on le savait, ce sera Brendan Fraser qui jouera Firefly. Une version un peu différente a priori, mais qui était déjà le vilain de Bad Girl Year One, donc la fidélité est là. Ce sera le mélange de Burnside et de Year One avec Leslie Grace dans le rôle titre, J.K. Simmons en papa, Michael Keaton en Batman. On a vu effectivement un graffiti avec Robin et plein de graffitis avec Robin. En vrai. Il y a des rumeurs qui disent maintenant qu'en fait que Dick Grayson a été casté, que c'est un film qui doit servir à faire un film Nightwing après. Moi je me pose la question parce que quand même quand tu regardes toutes les photos de tournage, t'as vraiment un nombre de props Nightwing sur le tournage, des tags, des affiches et tout. Nightwing ou Robin? Robin, pardon. Voilà. Donc tu te dis le Boy Wonder qui serait devenu une sorte de légende et maintenant que Batman n'est plus là, enfin je sais pas. Je trouve ça un peu curieux. Faut voir ce qui va arriver à Ben Affleck dans le film The Flash en fait. Et sinon, quand même, poster Black Canary aussi. Une Black Canary qui apparemment serait blanche, donc qui ne serait pas Johnny Smollett. Sauf que Johnny Smollett, a priori, elle va bien avoir un spin-off de Birds of Prey qui a été annoncé l'année dernière. Après ça, tu sais, c'est des posters qui peuvent être utilisés en leurre, non? C'est possible, de toute façon, il y a toujours une part de leurre, ou même simplement des gars de l'équipe graphique artistique qui vont, eux, faire leurs recherches, voient que, en fait, c'est cool, il y a un lien entre les deux. Peut-être sont même pas au courant que c'était signé le machin avec Johnny Smollett et se font un petit kiff en poutant un poster que personne ne verra, à part les paparazzi
Donc voilà, j'essaie de réfléchir à ce qu'il y avait d'autre, mais il me semble que c'était déjà pas mal. Ouais. Le costume, moi, je suis moins fan. La voir en civil, je suis content, mais le costume lui-même, ouais, ça fait un peu doudoune, quoi. Faudra le voir en mouvement, hein, de toute façon, pour que ce soit vraiment. On verra bien si on arrive à retranscrire une certaine puissance de frappe aussi, mais c'est pas effectivement. Ce qui est marrant, c'est que Bilal Fallah et Adil El Arbi font aussi la série Miss Marvel. Oui. Donc en fait, ils font les deux séries avec des héroïnes un peu jeunes et un peu héritières d'un autre personnage un peu tuteur, un peu mentor, dans un contexte urbain, petite échelle, plus petit budget, mais plus sincère. Donc, que demande le peuple, j'ai envie de dire. Les deux maisons concurrentes se partagent des personnels. Très bien. Eh bien, on en a terminé pour ce front page et on espère donc avoir une date de sortie prochainement pour Batgirl qui, a priori, doit quand même sortir en 2022, justement par rapport à la question de The Flash. J'imagine que ce sera pour Noël, en fait, vu le contexte, vu que The Flash sort en novembre. Je pense que ce sera entre novembre et décembre pour accompagner le film. Et peut-être que les deux ensemble vont se répondre justement pour amorcer qu'est-ce que sera le futur de l'univers DC Films de façon générale, donc sur grand écran et sur HBO Max. Terminé donc ce front page, on espère que l'émission vous a plu. Comme toujours, vous pouvez réagir au sujet évoqué sur l'espace commentaire de notre site et sur nos réseaux sociaux. On vous invite aussi à partager ces podcasts plus que jamais pour ce début de nouvelle année. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Et puis, si vous pouvez également contribuer financièrement à la pérennité de notre podcast sur notre page Tipeee qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour la suite des émissions. Ciao, ciao. Ciao.